parce qu'on s'en va à la guerre, là. Et on n'amène pas un peuple à la guerre avec un lance-pierre quand les gars en face de nous, ils ont une armée, là. OK? Le mouvement souverainiste veut émanciper un peuple. Bonjour à tous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, que vous voulez vous abonner pour accéder aux épisodes d'avance et même à du contenu exclusif, eh bien, il y a des options qui s'offrent à vous. Sur YouTube, vous pouvez descendre la page, vous pesez sur le bouton « Se joindre ». Il y a plusieurs options qui vont s'offrir à vous, dont celle de vous abonner pour une somme modique, mensuelle. Vous allez avoir les épisodes 3 semaines d'avance ainsi que du contenu exclusif pendant une durée de 3 mois. Sinon, si vous voulez écouter les épisodes d'avance, juste les écouter, vous pouvez vous joindre à nous sur Patreon également. Le lien est juste en bas dans la description. Et sinon, on se voit à chaque mardi pour un nouvel épisode. Merci et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, gros épisode. Gros épisode que je vais débuter différemment, c'est-à-dire que je vais m'adresser à vous et vous expliquer, vous rappeler pourquoi j'ai lancé ce projet-là il y a maintenant quelques mois. Ça s'appelle « Il reste du monde ». Ce n'est pas un titre qui a été choisi au hasard. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde de chambre d'écho, on ne se parle plus. On ne se parle plus parce qu'on est à gauche et que des gens de droite ne nous reçoivent plus. On ne se parle plus parce qu'on est à droite et que les gens de gauche nous snobent. On est progressiste, on est conservateur, on est carnivore, on est herbivore, on n'a aucune raison de se parler. Eh bien, moi, je fais le pari inverse. Je fais le pari qu'il reste du monde pour échanger. Et je m'ennuie. Je dois vous le dire, je me confesse, je m'ennuie de la bonne vieille télé au Québec, de la bonne vieille radio. Je m'ennuie des premières années de Tout le monde en parle. Je m'ennuie des francs-tireurs. Je m'ennuie du temps où on faisait confiance aux gens, où on invitait toutes sortes de monde parce qu'on estimait que les gens pouvaient se faire eux-mêmes une idée, qu'ils pouvaient eux-mêmes juger de la pertinence du propos de la personne qu'on invitait, du raisonnement de cette personne-là, de est-ce que ça fait du sens ou est-ce que ça n'en fait pas. Et dans le monde d'aujourd'hui, on dirait qu'on décide de ne plus inviter des gens parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Moi, je me demande de quoi on a peur. Parce que moi, j'ai pas peur et j'ai pas peur de ce que vous allez penser. J'ai pas peur de ce que vous allez croire. Je vous fais confiance. Je pense que vous avez qu'à vous renseigner, qu'à lire, qu'à vous faire une tête par vous-même. Alexandre Cormier-Denis, bonjour. Bienvenue à Il reste du monde. Bonjour, M. Villemur. Merci de me recevoir à votre émission. C'est un plaisir d'être là. Je pense que j'avais besoin de faire cette introduction-là parce qu'on vous voit nulle part, bien que vous êtes, nulle part ailleurs que sur votre plateforme, au Québec. Oui, au Québec. Au Québec. Les médias de droite français, quand même, ont ouvert la porte à plusieurs reprises. Mais oui, vous avez raison quand même. Ouais. Tout à fait au Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu votre histoire parce que vous êtes un nationaliste de droite. Oui. Là, on va revenir tantôt sur une autre formule que vous utilisez pour vous présenter. Oui. Vous aviez une chaîne, elle était sur YouTube, elle s'est fait bannir en 2021. Oui, exactement. Ensuite, il y a eu un épisode en 2023, je pense. Vous aviez été invité puis désinvité à l'Assemblée nationale. Oui. Faites la genèse du personnage controversé que vous êtes. Ouais, écoutez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui est engagé à gauche dans la société, c'est quelqu'un qui est engagé. Quelqu'un qui est engagé à droite, c'est quelqu'un qui est controversé. Bon, c'est toujours la même chose. Écoutez, tout simplement, moi, je suis un militant plutôt nationaliste. À la base, je viens d'une famille plutôt, je dirais, social-démocrate, de gauche, souverainiste. Mes parents étaient péquistes, quoi, en fait. Je viens d'un milieu très péquiste. Et en fait, avec les années, avec un parcours universitaire, un parcours, je dirais, militant aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des trucs qui tournaient pas rond au sein du mouvement souverainiste québécois. J'ai été un militant pour Pierre-Carl Péladeau. On a tous su comment ça s'est fini un peu en queue de poisson. Et à partir de là, je disais, OK, il y a des problèmes dans le mouvement souverainiste, il y a des problèmes au Parti québécois. Je voyais la montée du Rassemblement national en France. Je considérais que le discours de Marine Le Pen, à l'époque, c'était encore le Front national. En fait, Marine Le Pen faisait écho quand même à ce qu'on vivait, les problèmes migratoires, le problème de souveraineté des États. Et je trouvais ça intéressant de faire des liens entre les patriotes du Québec et les patriotes de France, tout simplement. Donc, je me suis rapproché du Front national de l'époque. J'ai créé une association avec mon collègue Philippe Plamondon, avec qui je fais toujours Nomos TV, notre média. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'à force de publier des textes, de faire une espèce de combat culturel par les textes, comme
l'Occident et la civilisation de l'incarnation, ben peut-être que des textes sur Internet, c'était pas suffisant. Et on a décidé de fonder une web télé, donc Nomos TV, pour mener un combat nationaliste qui ramenait au Québec les questions identitaires et les questions démographiques, la question aussi du clivage gauche-droite au sein du nationalisme québécois. Il y a eu, on pourra y revenir sans doute au courant de l'émission, mais il y a eu une espèce de captation par la gauche du nationalisme québécois depuis grosso modo les années 60, depuis la Révolution tranquille. Et notre analyse, c'est il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça parce que ça bloque, en fait, les opportunités politiques pour le Québec et ça bloque le nationalisme. Donc, on a fondé ce média. On a été censuré sur YouTube suite à une campagne de presse diffamatoire venue d'organismes proches des milieux antifa, financés par Justin Trudeau, le Canadian Anti-Hate Network, qui était subventionné littéralement par le gouvernement Trudeau, donc des amis de Justin Trudeau, les amis d'extrême gauche de Justin Trudeau, qui ont fait fermer notre chaîne YouTube et notre compte PayPal en même temps, en finalement bannissant des vidéos a posteriori. Enfin bref, on ne pouvait même pas réagir. Il n'y avait rien à faire. Et on s'est retranché sur notre propre site web, Nomos TV, et on continue de rouler comme ça avec un système d'abonnement. On a des collaborations avec des médias français. On va également sur certains, moi je participe parfois à certains autres médias plutôt à droite également au Québec, des médias radiophoniques. Et puis oui, des médias français de droite m'invitent. Alors au Québec, c'est un petit peu plus compliqué parce que je pense qu'on a un réflexe très consensuel au Québec. On a peur du débat qu'on confond avec la chicane. C'est peut-être lié à notre condition de peuple. Alors, je vais un peu faire de la psychologie collective, mais c'est peut-être lié à notre condition de peuple qui n'a pas d'État souverain. C'est-à-dire qu'on confond finalement la politique, le désaccord avec la désunion, la chicane, parce qu'on n'est pas parvenu encore à la pleine souveraineté politique. Les grands peuples politiques, que ce soit les Américains, les Français, même les Allemands, ils sont capables de débattre. Ils trouvent ça normal d'avoir des gens de gauche, même des gens très, très à gauche, des gens très, très à droite, sur un même plateau de télé. Ça s'engueule, ils sont pas contents. Vous écoutez Fox News, il y a le démocrate qui s'engueule avec le républicain, voilà. Même chose sur les plateaux de télé français. Au Québec, on a beaucoup moins ça. On vit dans des sortes d'écosystèmes, peut-être radicalisés par ailleurs par les réseaux sociaux. C'est un aspect peut-être négatif des réseaux sociaux. Ça a démocratisé la parole, mais en même temps, ça a contingenté les groupes politiques. Et donc, oui, je fais partie, donc, je suis vu comme quelqu'un à droite, ce qui est vrai, je me réclame de la droite au niveau philosophique et politique, et aussi du nationalisme. Alors, c'est un cas un peu particulier parce que souvent, il y a des médias nationalistes, mais qui ont des tendances plutôt social-démocrates et à gauche. Donc là, inviter quelqu'un de droite, ça peut causer problème. Et en même temps, on a une particularité au Québec, on a une droite qui est très axée sur des enjeux économiques et qui est assez antinationaliste. Donc, quand on est nationaliste de droite, on peut paraître parfois, bien que je pense que c'est en train de changer. Hein. Oui, mais attendez une minute, là, parce que vous dites nationaliste de droite, mais il me semble que c'est pas comme ça qui vous arrive de vous présenter. Vous utilisez plutôt la formule, plutôt le terme ethno-nationaliste. Oui, aussi. Alors, ça, c'est vrai aussi. C'est pas un détail quand même. Parce que quand vous cherchez à savoir pourquoi vous avez été peut-être exclu et que vous mettez ça sur le dos de la chicane, et soit dit en passant, je crois aussi, comme vous, qu'on a une difficulté avec le débat au Québec. Ouais. J'aurais pas lancé cette initiative-là si ce n'était pas le cas. Par contre, je me demande vraiment si votre cas précisément s'inscrit à l'intérieur de cette théorie-là, si cette théorie-là explique finalement ce qui vous est arrivé. Parce que ethno-nationaliste, c'est peut-être une bonne idée que ça dérange quand même, là. Hein? À moins que vous ayez une explication normale de ça, là, mais... Oui, ça dépend qu'est-ce qu'on entend. Moi, j'affirme tout simplement que le peuple historique du Québec, on pourra définir qu'est-ce que la nation québécoise, etc. Mais pour moi, le fondement national du Québec, s'il y a une nation québécoise, s'il y a une prétention à la nation québécoise, c'est parce qu'il y a un peuple historique qu'on appelait les Canadiens à l'époque, les descendants finalement des colons de la Nouvelle-France, et qui se sont nommés ensuite Canadiens-Français, puis ensuite, dans une construction identitaire liée à la Révolution tranquille et la volonté de faire une République du Québec des Québécois. Seulement aujourd'hui, la québécitude a été, selon moi, s'est transformée en une espèce de patriotisme civique très éthéré, et c'est pour ça que je dis, il faut retourner quand même à la base de ce qu'est le nationalisme québécois, ce fameux maître chez nous. Qui est ce nous? C'est pas les Juifs anglophones de Westmount. On s'entend. Oui, mais au nom de quoi on fait ça? C'est-à-dire, on fait ça au nom de vos convictions indépendantistes ou on fait ça au nom d'une cohérence?
Quand vous dites on doit faire ça, c'est pour nous rapprocher de l'indépendance ou... Ben, pour prendre conscience de la lutte, en fait, du combat national qu'on mène. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'au Québec, si on se dit nationaliste, tout le monde se dit nationaliste au Québec, ouais. Même le Parti libéral se dit nationaliste, tout à fait. Et quand on essaie de définir quel est ce nationalisme-là, on n'arrive jamais à le définir. C'est toujours un peu flou. Le premier Pakistanais qui débarque ici, qui parle 3 mots de français, ça fait 3 ans qu'il est là, il a la citoyenneté canadienne, il est peut-être même plus québécois que vous et moi, parce que lui a choisi le Québec. Or, on voit bien que ça ne tient pas la route. Bien sûr qu'il y a quelque chose dans le nationalisme qui vient du substrat national des peuples et on ne peut pas réduire la question nationale à une simple formalité administrative. Donc moi, je le dis clairement, le Québec est l'État national des Canadiens français. Et si, parce qu'il y a quand même des études démographiques qui montrent qu'avec l'immigration massive, on est en voie de marginalisation démographique, si jamais les Canadiens français deviennent minoritaires au Québec, le combat national pour le Québec. Alors oui, le territoire va continuer de s'appeler québécois, mais la fondation même de la nation ne sera plus la même. C'est la même chose d'ailleurs pour tous les pays. Hein. Si le Sénégal, demain matin, devient majoritairement bouddhiste et asiatique, oui, le territoire va s'appeler Sénégal, mais ce ne sera plus un pays... mais là où j'ai de la difficulté à vous suivre, c'est que là, vous êtes dans le dit, alors que beaucoup de gens pensent à peu près la même chose, mais sont dans le non-dit. C'est-à-dire que je connais plein de... Non, mais... Et je ne suis pas en train de dire qu'ils ont pas le courage que vous avez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a des gens pour qui le Québec, c'est évidemment un noyau canadien-français autour duquel se sont ajoutées des populations à partir des années 80-90 essentiellement, même avant, les années 70, avec Pinochet, les Chiliens qui sont arrivés, dans les années 60 avec les Haïtiens notamment. Mais là, vous vous dites ethno-nationaliste. Donc, vous tenez à cette formule-là, vous vous dites il faut partir de là et vous dites bon, regardez, au Sénégal, évidemment que eux autres aussi, ils font référence à un noyau, mais j'entends pas les Sénégalais dire ethno-nationalisme ou les Français, puisque c'est un cas qui nous ressemble le plus. Les Français ne parlent pas d'ethno-nationalisme. Compliqué ça, parce qu'il y a des courants identitaires quand même. Bien sûr qu'il y en a, mais je vous parle du nationalisme plus commun, plus commode, celui qui circule le plus, le nationalisme majoritaire en France. Oui, ben écoutez, en France, personne ne se dit nationaliste. Hein. Nationaliste, c'est un gros mot. Ça, c'est une particularité aussi du Québec. Vous avez raison. Parce qu'on est dans une situation où on est finalement conscient de notre fragilité démographique et de notre condition de minoritaire au sein du Canada. Donc là, pour le coup, si vous dites nationaliste en France, les gens vont vous faire des gros yeux. Les gens qui disent français. Nous sommes des Français. La France aux Français. Ah oui, ben la France aux Français. Les FAF. Ça, déjà, on est dans un lexique qui est crypto-fascistoïde en France, la France aux Français. Je veux dire, vous êtes tout de suite associé au lepénisme, si vous dites ça. Et d'ailleurs, en France, c'est un vrai débat. Est-ce que les courants patriotes aujourd'hui qui en France comprennent très bien que la submersion migratoire que vit notamment l'Europe, en particulier la France depuis les années 60, une immigration massive, est très difficile à assimiler, on va dire c'est comme ça, c'est pas qu'il n'y a pas d'assimilation, c'est que c'est devenu de plus en plus difficile à assimiler pour 2 raisons. En raison de la masse des immigrés, et de leur provenance. Il y a 2 critères. Ben, en effet, en France, si demain, il n'y a plus de Français d'origine européenne, blanche chrétienne, qui sont en France, s'ils sont plus majoritaires, la France ne sera plus la France. Ça sera autre chose. Le substrat de la nation française sera différent. Et oui, il y a un patriotisme civique français. Le premier Français qui débarque, il vient même illégalement, on lui donne les papiers français, il est plus français que tout le monde. Ça, ce phénomène-là, on ne le vit pas juste au Québec, on ne le vit pas juste en France. C'est partout en Occident aujourd'hui. Et ça, c'est un problème que tous les peuples occidentaux ont fait face à tout ce même problème parce qu'on a développé une vision restrictive de ce qu'était l'appartenance nationale qui correspondait simplement à une vision légaliste et parfois une vision culturelle. Mais le nationalisme culturel, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il est très difficile à définir. Qu'est-ce qui fait qu'on est réellement assimilé, pas assimilé moi, j'écoute pas particulièrement la télé québécoise. Est-ce que ça fait que je suis plus ou moins québécois qu'un autre? Je suis pas partisan du Canadien. Donc, le nationalisme culturel aussi a sa limite. Il y a quand même des valeurs communes au Québec. Puisque là, vous me parlez de la télé, puis c'est évidemment une pratique, la télé. Donc, la télé, on n'est pas obligé de regarder le Canadien pour être québécois, mais on a remarqué, par exemple, que la majeure partie des Québécois sont en faveur d'une laïcité. Donc, est-ce que ça veut dire que si vous êtes en défaveur de la laïcité, vous n'êtes pas québécois? Non, mais peut-être que dans la longue liste des valeurs communes, vous perdez un point d'une certaine façon. Tu sais, le français, la laïcité. La langue. Surtout la langue. C'est surtout la langue au Québec.
Et ça, je suis prêt à reconnaître que ça a été un piège, parce que la langue oui. nous a, par exemple, exposés à une immigration essentiellement issue du Maghreb et de l'Afrique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose que la langue, finalement. Oui, il y avait autre chose que la langue. Il y avait le rapport aux femmes, par exemple. Il y avait ouais. aussi, puisqu'on parlait tantôt du nationalisme qui était très progressiste, le Québec est très social-démocrate, très progressiste depuis les années 60. Tout à fait. Donc, ça aussi, ça pèse quand vous vous appelez plutôt à une immigration issue de pays où, par exemple, les droits des homosexuels ne sont pas vraiment reconnus, le droit des femmes non plus. En tout cas, le rapport aux femmes n'est pas le même. Mais il y a quand même plus que l'ethnie. L'ethnie, en fait, vous ne trouvez pas que ça nuit au mouvement souverainiste ou au mouvement indépendantiste d'en appeler comme ça à l'ethnie? Moi, je me demande, pour un indépendantiste comme vous, Ouais. si ça fait avancer la cause ou si ça ne fait pas tout simplement y nuire. Ah, moi, je pense pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut se réapproprier la question nationale et il faut sortir du simple légalisme et de la réduction au patriotisme civique axé sur la langue. Parce Il y a que, peut-être autre chose entre le légalisme, le patriotisme civique et l'ethnonationalisme. oui, Là, vous faites une caricature, peut-être. non, je pense pas, parce que ce qu'il y a entre les deux, c'est souvent ce qui est tenu par le mouvement nationaliste, c'est la question culturelle, Ouais. l'assimilation culturelle. Ouais. Mais la culture, c'est quelque chose d'évanescent. Il n'y a pas de critères. Comprenez? À partir du moment où vous avez des jeunes femmes voilées qui portent le hijab et qui mettent un drapeau du Québec et qui disent « mon islam est québécois, mon hijab est québécois », on peut voir ça de deux manières. On peut voir ça de façon dithyrambique, en se disant « mais c'est merveilleux, regardez, elles veulent contribuer à la société québécoise, c'est formidable ». Et voilà, elles sont assimilées au monde québécois. Ou on peut voir ça comme une subversion, en fait, comme de l'entrisme. Hein, il s'agit d'agiter un petit fleur-de-lysée, et puis voilà, finalement, vous faites partie de la nation, alors que vous vivez dans une espèce de communautarisme ethno-religieux radicalisé. Vous vivez dans l'entre-soi, et tout ce que vous avez à dire, c'est « je suis né au Québec, j'appartiens à la nation, voire même, je suis encore plus québécois que vous, parce que soit moi ou mes parents ont choisi de venir ici. » Donc, vous voyez, c'est compliqué, cette question-là. Évidemment, dans le monde post-Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu la fin de la ségrégation raciale, où il y a eu la fin de l'apartheid, parler de la question ethnique, ça fait peur à beaucoup de gens, et c'est normal. Ben oui, j'espère que pour des bonnes raisons. Oui, mais le problème, c'est que ne pas en parler, ça nous amène aussi dans un cul-de-sac. Parce que vous allez être en face de gens qui vont vous dire « mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de disparition des Québécois, il n'y a pas de marginalisation. On est plus qu'on n'a jamais été, hein, on a combien, 9 millions de Québécois? Il n'y a pas de disparition. Regardez, on est plus qu'on n'a jamais été. Et si jamais vous avez des problèmes au niveau francophone, ben vous avez juste à faire venir des francophones. Mais c'est là que, en tout respect, je pense que vous caricaturez. Parce que moi, par exemple, j'ai aucun mal à dire que les Canadiens français, entre autres, parce qu'ils ne font plus d'enfants, ouais. ils disparaissent. Oui. J'ai aucun mal à le dire. Je pense pas que ça soit tabou que de dire ça. C'est démographique. On regarde les statistiques, oui. On regarde les études, on regarde l'indice de fécondité. Voilà, on se fie au recensement. Les gens répondent encore aux dernières nouvelles. En 2021, on pouvait encore dire qu'on était Canadien-Français au recensement. D'accord? Donc, non, il n'y a rien de tabou à dire ça. Mais vous dites ethno-nationaliste parce que moi, je connais des gens qui sont issus de l'immigration, mais je parle de 3e, 4e génération, par exemple. Ils ne sont pas Canadiens-Français. Ça commence à être loin. Oui, mais ils ne sont pas Canadiens-Français. Non, bien sûr. Ils ne sont pas Canadiens-Français. Ouais. Et eux, ils entendent ça, puis au-delà de la question de ils sont heurtés, ils ont mal, on ne fera pas de la psychologie, OK? Là? Au-delà de ça, d'accord? Au-delà de ça, ils ne se sentent pas concernés par le projet ethno-nationaliste. Et pourtant, et je le dis, ils sont autant québécois que moi. Ils sont autant québécois que moi. Oui. Ils veulent du Québec un pays, ils se disent québécois, oui. Ils font à peu près tout ce que je fais et tout ce que je fais et qu'on définit comme des pratiques québécoises. Ils ont des rites québécois, Ils célèbrent le 24 juin. C'est pour ça que la culture, je lui donnerais plus de puissance et plus de force que vous ne lui en attribuez. D'accord, mais vos amis sont conscients que si les Canadiens français deviennent minoritaires au Québec, on est dans une autre société. Ils le sont. Pardon. Ils le sont. Ils le sont. Ben, ils le sont, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord que le Québec est formé autour du noyau canadien-français. Ben d'accord, mais voilà, mais c'est tout. Oui, mais c'est pas de l'ethno-nationalisme que de dire ça. Ah ben si, c'est reconnaître quand même qu'il y a un substrat quand même national, ethnique, au fondement du Québec français. C'est pas juste une règle de droit, c'est pas juste parler français, c'est aussi, comment je dirais, un substrat national. Oui, d'accord, sauf que quand vous dites parler de critères tantôt, vous parliez de critères, ça voulait dire en fonction de l'immigration, vous dites que la culture n'est pas suffisante, et là, c'est là que l'ethnie entre en ligne de compte, que vous considérez la dimension ethnique, par exemple. Mais pour moi c'est une évidence. S'il n'y a plus de japonais ethniques,
On pourra célébrer la culture japonaise, mais ce sera une culture muséale. Donc oui, il y a des éléments qui peuvent se greffer à la nation. Factuellement, on le voit. Il y a des gens qui peuvent se greffer à la nation. D'ailleurs, j'ai envoyé un mémoire à l'Assemblée Oui, on va en parler nationale du d'ailleurs. Québec. Oui, j'en ai envoyé 2. Un sur l'immigration, un sur le nationalisme. Et ce que je disais, brièvement, Oui, allez-y. c'est que oui, dans la construction post-révolutionnaire tranquille, il y a une nation civique québécoise. Dans cette nation civique québécoise, moi, je milite pour qu'une future constitution du Québec, qui soit celle d'un Québec souverain ou celle d'un Québec État fédéré, la question de l'indépendance, à la limite, est une question connexe à ça. Ce n'est pas une question directement liée. On pourrait très bien se doter d'une constitution en tant qu'État fédéré du Canada, reconnaître que le Québec est l'État et le foyer national, au fond, des Canadiens français. Donc, à l'intérieur de cette nation civique québécoise, il y a peut-être la minorité anglophone, il y a les descendants d'immigrés, et il y a le peuple canadien-français qui forme le socle de cette nation québécoise. Donc, un peuple canadien-français, une nation québécoise civique, et malheureusement, et là c'est tout le débat avec les peuples autochtones se donnent eux-mêmes le titre de nation, et c'est le titre que le Québec leur a donné. Donc je considère que les nations forment, finalement, les Premières Nations forment des nations à part de la nation québécoise pour des raisons identitaires qui leur sont propres. Mais ça, c'est un tout autre sujet sur la question des Autochtones. Ils se disent eux-mêmes des nations. Hein, quand le gouvernement du Québec dit « nous négocions de nation à nation », ben, ça veut donc dire que les nations autochtones ne font pas partie de notre nation, de la nation québécoise. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir une cohérence législative dans la reconnaissance des différents peuples qui composent le Québec. Et je pense, et ça c'est quelque chose que je tiens à dire, je pense qu'il faut sortir de la vision républicaine française que beaucoup d'intellectuels souverainistes et nationalistes ont. Il faut considérer que la situation nationale du Québec n'est pas celle de la France. On n'a pas la République, on n'a pas eu la Révolution, nous sommes une petite minorité fragile et nous devons concevoir notre rapport à la citoyenneté et à la nationalité de façon différente que les Français. Et c'est pour ça que je dis, de façon poétique, on peut dire, voilà, tout le monde est québécois, il n'y a qu'une seule nation québécoise. Ça, c'est de la caricature, par contre. Non, je pense que c'est la position. Non, c'est la position des partis politiques actuellement. Débarquer sur un plateau de télé, dans un débat des chefs, et dites aux gens, je suis désolé, Geoffrey Molson, il n'appartient pas à la même nation que Pierre Falardeau. Bon, on va vous dire, tout le monde est québécois. Oui, c'est vrai, ils sont nés au Québec. Est-ce qu'ils appartiennent vraiment au même peuple? Je ne suis pas sûr de ça. En fait, c'est une question rhétorique. Je pense que non. Je pense qu'il y a une minorité canadienne-anglaise au Québec qui ont des droits. Hein? Ce n'est pas une question de leur retirer les droits, de les déporter massivement en Ontario ou que sais-je encore. Le but, c'est de reconnaître la réalité et d'inscrire dans le droit québécois, dans une future constitution québécoise, nos droits consacrés à nous. Et quand je dis nous, je ne parle pas d'un patriotisme civique québécois abstrait axé sur la langue, je parle des Canadiens français. Mais OK, mais concrètement, parce que vous aviez déposé un mémoire là-dessus, puis j'ai dit qu'on en reparlerait parce que c'est fascinant ce qui s'est produit. On est en 2023, si je... C'est pas le même mémoire. Bon, mais celui, c'était le premier en 2023. C'était sur l'immigration. Sur l'immigration. Donc, on va parler de celui-là parce qu'il y a quand même eu tout un jeu de coulisses assez intéressant. Oui, c'était fascinant. Donc, 2023, on appelle les gens, les citoyens, à déposer des mémoires. Et là, vous produisez un document quand même assez sérieux, là, dans la mesure où vous citez, il y a des notes de bas de page, ça vous a pris plus d'une journée à écrire ça. Là. Ah oui, oui. Ah oui, quand même. Je confirme. Et là, on le reçoit, le mémoire, dans la mesure où vous envoyez ça par courriel, c'est reçu. Et là, racontez-nous ça, parce qu'il y a comme un processus, on imagine, où on ne porte pas vraiment attention à qui a envoyé le mémoire. On invite les gens qui ont envoyé un mémoire à venir en parler. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Nécessairement, n'importe qui envoie un mémoire, on le reçoit? Oui. On l'invite à venir? Oui, pour être très précis, moi, j'ai fait ça aussi en collaborateur avec des gens qui étaient abonnés à notre média. On a voulu faire quelque chose. Donc, j'ai fait ça avec deux collaborateurs principalement, qui ne sont pas cités dans le mémoire, mais je tiens à le mentionner quand même ici. Et donc, c'est un travail aussi collectif. Mais oui, c'est ça, c'est pas qu'on est invité. J'ai été convoqué par l'Assemblée nationale. Convoqué. On vous convoque à l'Assemblée nationale pour venir. On me demande par courriel, le courriel officiel de l'Assemblée nationale, est-ce que vous voulez venir en personne ou en visioconférence? Moi, je dis, allons à Québec, allons-y, on va aller voir ça. Donc, ça, c'était fin août. C'était fin août, mi-août, quelque chose comme ça. Mi-août. Oui, mais en octobre, donc. Et en octobre, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le site de l'Assemblée nationale, journée après journée, on dévoile les gens qui seront reçus à la commission
finalement, sur la planification de l'immigration. Commission avec la ministre de l'époque, Fréchette, et des députés de la Coalition Avenir Québec, le critique libéral Monsef Déragi, le critique péquiste qui manque la plupart des apparitions, par ailleurs, Bérubé, Monsieur Clich-Rivard, de Québec solidaire, exactement. Député de Saint-Henri. Exactement. Et ces gens-là sont là, reçoivent les intervenants, donc le conseil du patronat, les universités, les chambres de commerce, enfin, tout le monde est très pro-immigrationniste. Hein. Par exemple, moi, je regarde tout ça et je vois que le discours critique de l'immigration massive n'est pas très représenté. Bref, je suis invité là. La veille de ma venue, donc de la date où j'ai été convoqué, en fait, mon nom apparaît sur le site et là, qu'est-ce que je vois circuler sur Twitter, X, qui est devenu X, je vois circuler des militants d'extrême gauche qui disent « c'est pas possible, ce type est invité ». Et le lendemain, un petit média de gauche que je ne citerai pas ici, ou je peux citer en fait, un média d'extrême gauche très proche des Antifas, qui s'appelle Pivot, fait un article à charge contre moi, contre ma venue. Et le lendemain matin, Cogeco Nouvelles, au 98.5, je pense que c'était l'émission Paul Arcan, quelque chose comme ça, reprend la nouvelle et le chroniqueur, finalement, passe des extraits de mes émissions qui sont jugés scandaleux parce qu'ils sont un peu coupés et mis hors contexte. Et là, ça crée une espèce de buzz médiatique. Oh mon Dieu, on invite quelqu'un d'infréquentable à l'Assemblée nationale du Québec. Et je rappelle le contexte, c'est-à-dire que une semaine ou deux plus tôt, il y avait eu la fameuse bourde de Justin Trudeau au Parlement canadien qui avait fait ovationner un ancien légionnaire de la Légion Galicie ukrainienne qui avait évidemment combattu contre les Soviétiques sous uniforme allemand. Et là, ça avait fait un scandale international. C'était quelqu'un qui a pris l'uniforme allemand dans la Waffen-SS. Mais c'était un Ukrainien, c'est pas un Allemand. Ouais. Ça nous fait réaliser aussi, j'ai écrit un texte là-dessus d'ailleurs, ça nous fait réaliser, ça c'est un autre débat, mais vous savez, quand vous étiez en Europe centrale, dans la Deuxième Guerre mondiale, vous avez le choix entre Staline et Hitler. Les Finlandais se font envahir par l'armée rouge, ils prennent les armes allemandes, votre pays est envahi, vous allez faire vous déporter au Goulag. Donc, c'est facile, 70 ans plus tard, de juger les gens. Enfin bref, peu importe. Tout ça est un autre débat, mais évidemment, le Canada, par anticommunisme, a reçu des gens qui ont fait partie de la Waffen-SS, surtout les Ukrainiens. Le grand-père de Chrystia Freeland, c'est son cas. Hein. C'est tout le passé anticommuniste du Canada qu'on a tendance à oublier. Donc, il y a ce scandale-là, je pense, une semaine ou deux avant éclate la controverse. Donc, forcément, le contexte médiatique n'est pas favorable. Toute l'histoire est reprise par les médias. Cogeco reprend ça, les autres médias aussi, les médias de contact. Je fais une ou deux entrevues. Et en milieu d'après-midi, qu'est-ce qu'on apprend? Les journalistes font une pression médiatique sur la classe politique. Est-ce que vous allez recevoir cet homme infréquentable, nanana? Et ça remonte même jusqu'au premier ministre, le pauvre François Legault, qui est obligé de dire « Nous ne le recevrons pas. Hein, nous ne recevrons pas cet individu. » Pauvre François Legault, qui a vraiment d'autres choses à faire que gérer le moins d'intervenants qui va à la commission des relations avec les citoyens sur l'immigration. Ouais, mais ça, c'est très québécois, là. C'est petit aparté, mais le ministre de l'Éducation qui commente des histoires de chicanes, des fois, dans des cours d'école, voilà. C'est très québécois. Oui, exact. Bon, ben là-dessus, voilà, ça s'inscrit là-dedans. Je rappelle, j'apprends par les médias que je suis désinvité et je reçois un courriel, finalement, de l'Assemblée nationale qui me dit, ben voilà, vous êtes désinvité. Mais j'ai pas de raison, hein. On me dit pas pourquoi, parce que moi, je veux bien croire hein, qu'on ne m'aime pas, on n'aime pas mes idées, nanani, nanana, nanana. D'accord, il n'y a pas de problème, on est dans le débat. Moi, j'aime pas QS, hein, mais ils ont le droit d'être là. Je veux dire, on peut débattre avec des marxistes, avec des communistes, avec des éco-socialistes, que sais-je encore. Il n'y a pas de problème. Techniquement, on est censé être capable de débattre. Moi, je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas un Hells Angels. Ou même si je l'étais, hein, pourquoi pas. Si les Hells Angels vont faire des mémoires à l'Assemblée nationale, ils pourraient bien être reçus. Je rappelle qu'à l'Assemblée nationale du Québec, on a reçu Adil Sharkawi. Ouais. Adil Sharkawi, alors vous allez me dire, il n'a pas été condamné. C'est vrai, mais il y a des soupçons quand même très graves qui a été dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda, notamment au Pakistan. Et la GRC avait quand même un dossier très, très, très lourd sur son cas. Il appelle limite au génocide dans les rues de Montréal. Moi, je ne suis même pas un quart d'être aussi subversif
que ce type-là. Ben, Lui, il a été reçu à l'Assemblée nationale. Oui, puis on va être précis. Adil Sharkawi n'a pas été condamné, mais a été la cible, enfin, d'accusation. Il a déjà été accusé, c'est déjà retrouvé devant un tribunal, ce qui n'est pas votre cas. Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je voulais vous recevoir, parce que, déjà, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais je n'ai jamais reçu autant de demandes concernant un invité. Et ça fait aussi partie de l'esprit du projet. Je me dis, si on me demande de recevoir quelqu'un, c'est qu'il y a quand même une demande. Et une demande, il ne faut pas la regarder de haut, il faut quand même l'évaluer. Ouais. Et je reviens, je voulais le mentionner parce que je me suis dit, a-t-il été condamné d'un acte criminel? A-t-il déjà été poursuivi? Non. Même pour des propos haineux ou du racisme. Je sais qu'à Radio-Canada, vous aviez déjà été la cible d'allégations de racisme et vous aviez envoyé une mise en demeure et Radio-Canada s'était rétracté. Oui. Donc, tout ça fait partie quand même du processus qui m'a fait décider finalement de vous recevoir. J'aimerais quand même qu'on raconte l'histoire un peu plus honnêtement que vous venez de le faire parce que vous avez dit... écoutez, vous serez le juge de mes présomptions. De mes présomptions. Rectification, oui. Oui, mais c'est parce qu'en fait, vous dites, on s'est appuyé sur des propos pris ici et là dans un montage. Vous connaissez quand même, comme on dit, vous connaissez la game. Hein? Oui. C'est-à-dire que des propos, évidemment qu'on procède toujours à un montage parce qu'on ne fera pas jouer 1 heure de propos si on veut faire ressortir l'essentiel. Tout à fait. Et moi, je me rappelle quand même qu'il était question de propos où vous faisiez allusion au quotient intellectuel de certains peuples par rapport à d'autres. Oui. Ce qui est la définition même du racisme. Parce que là, évidemment, vous ne mesuriez aucun crâne, mais vous étiez quand même dans l'idée que des peuples sont supérieurs intellectuellement à d'autres. C'est ça qui avait dérangé. C'est ça qui avait dérangé. Oui, alors, premièrement, c'était un contexte. Je vais juste rappeler, là, juste brièvement pour... Mais je vais vous laisser vous expliquer, évidemment. Parfait. La séquence de l'émission, c'était un texte où on avait une Québécoise, donc, d'origine asiatique, qui, dans les pages du Huffington Post, retournait en Asie et se disait trouver ça merveilleux d'être parmi des gens qui lui ressemblaient. Et comment la société québécoise... Je veux dire, au niveau, là, c'était racial, quoi. Elle sentait une proximité, elle était à l'aise dans cette société entourée de gens qui lui ressemblaient, et elle disait, cette méchante société québécoise, dans laquelle je ne me sens pas accepté, avec des gens qui me rejettent et qui sont finalement, comment je dirais, qui pratiquent une sorte de racisme systémique. Et ça m'avait beaucoup énervé, parce qu'en fait, je trouvais ça complètement paradoxal. Elle-même évoque avoir une espèce de conscience raciale exacerbée quand elle va dans son pays d'origine, en Asie, et, entre guillemets, reproche cela aux Québécois, alors que les Québécois n'ont même pas de critères de sélection ethnique ou raciale pour faire l'immigration et qu'on a accueilli les Vietnamiens, les boat people avec les bras ouverts. Donc, ça m'a fortement énervé. Et qu'est-ce que j'ai dit? Évidemment, moi, je fais une émission de télé, hein, je fais une émission de web télé, je ne fais pas des conférences universitaires, et il m'arrive de m'emporter. En effet, ça fait partie un peu du spectacle, c'est ce qu'on appelle l'infotainment. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, écoutez, vous, là, les élites de pays qui ne vont pas très bien, vous aviez dit, je pense, à faible pays à la ramasse. Pays à la ramasse. Des pays à la ramasse. À faible quotient intellectuel. Oui, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'Asie du Sud-Est par ailleurs. Il y a d'autres pays où c'est déjà plus faible. Il y a des études là-dessus? Sérieuses, là? Bien sûr, plein. Parce que moi, je vois souvent passer des cartes avec des codes de couleurs. Mais bien sûr. Non, mais tout ça est largement étudié. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois passer des cartes avec des codes de couleurs, puis... c'est facile à faire, là, cette carte-là, là, avec un logiciel informatique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, en 2025, on peut encore mener des études pareilles? Parce qu'il faut quand même... Je dirais plus que jamais. C'est-à-dire que le développement génétique a tout ouvert un champ. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on considérait comme un peu du racisme lambda au début du 19e siècle était lié justement à la crânométrie. Hein. On calculait les crânes. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus raffiné avec la question de la génétique. Et on se rend compte qu'en effet, il y a des différences génétiques assez majeures entre groupes de population. Évidemment, le terme de race est connoté. Donc, on parle de phénotype, etc. Donc oui, il y a une corrélation entre la question du quotient intellectuel et la provenance géographique, mais plus que la provenance géographique, la génétique même, et plein d'études. Mais le QI, c'est un test, là? C'est pas un test? C'est pas un truc de gène, là, le QI? Là? Le QI, on fait passer un test? Bien sûr. Bien sûr. C'est là que je vous suis pas, là. C'est qu'on fait passer le même test à tous les humains, puis on fait une moyenne? Mais en moyenne, les groupes humains n'ont pas les mêmes résultats. En moyenne. Évidemment, c'est la question de la moyenne. Si vous me dites, bien sûr, il y a des hommes blancs qui sont complètement tarés, il y a des hommes noirs qui sont physiciens, je veux dire, mais évidemment. Mais je reviens à la question de tout à l'heure parce que je pense qu'on l'a un peu effleuré. J'aimerais ça qu'on l'approfondisse. À quoi ça sert de dire des choses comme ça? Au-delà de la question, regardez, savez-vous quoi? Je vais faire quelque chose.
je vais sauter par-dessus l'idée que si c'est vrai ou si c'est pas vrai, Ouais. parce que je vais vous rappeler que vous êtes un militant pour l'indépendance du Québec, si Oui. ça n'a pas changé. Oui, oui. Et je me demande à quoi ça sert de dire ça. Est-ce que ça fait avancer la cause? Je sais qu'on rétropédale, mais c'est parce qu'on revient à ça. Oui, alors là, mais là, ça nous amène sur un tout autre sujet. Je suis désolé de revenir là-dessus. C'est que là, quand vous me posez cette question-là, vous êtes dans une logique de convaincre les gens dans une logique référendaire. Moi, je suis complètement sorti de la logique Ouais, on référendaire. va en parler de ça, mais, OK. mais c'est lié à ça. Parce que, en fait, pour moi, l'idée d'avoir à convaincre des populations immigrantes de rejoindre le camp du oui ne fait strictement aucun sens. Pour moi, le combat avant le changement de statut du Québec, c'est la question du changement de peuple. Et si les Québécois ne réalisent pas qu'avec des politiques d'immigration massive, axées uniquement sur la question de la francophonie, on s'en va vers la tiers-mondisation du Québec, le Québec s'en va dans le dallo, que l'on reste dans le Canada ou qu'on fasse l'indépendance du Québec. Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste là-dessus. Il y a un problème démographique au Québec, et il y a un problème dans notre choix de l'immigration qui est confiné à cette réduction qu'on a fait depuis les années 60 dans le nationalisme, je dirais, linguistique, pratiquement. Le seul critère, c'est la langue. Mais c'est très bien, la langue. Hein? Les islamistes du Bataclan parlaient très bien français. Bim, 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 bim. Les problèmes de djihadisme qu'on a en Belgique, les islamistes en Wallonie, ils parlent français. Et à Birmingham, hein, les groupes de proxénètes qui ont abusé des Blancs, des petites filles blanches pendant des années avec le consentement des services sociaux britanniques et de la police britannique, ils parlaient très bien anglais. Donc, oui, je comprends là, la question linguistique et je suis un militant nationaliste, je connais tout ça, Grou, voilà, tout le combat qu'on a mené pour la langue au Québec. Je comprends ce qui s'est passé dans les années 60. Mais je dis qu'il faut sortir de ça. On ne peut pas réduire la question nationale à la question linguistique. Et je vous le dis, si on fait venir des populations inassimilables pour des raisons civilisationnelles et culturelles, on s'en va vers de très graves problèmes au Québec. Et je pense que les problèmes ont déjà commencé et ne vont faire que se radicaliser. Moi, je ne veux pas que Montréal ressemble à Bruxelles. Ouais. Je ne veux pas que Montréal ressemble à la Seine-Saint-Denis. Je n'ai pas envie de vivre à Alger sur le Saint-Laurent. Donc, pour moi, la question démographique est essentielle et c'est pour ça qu'il faut sortir les patriotes québécois sincères, ils sont sincères, les gens sont sincères, de cette espèce de réduction à la question linguistique. Mais je comprends. Je comprends votre raisonnement. Non, mais je comprends votre raisonnement ouais. et je ne veux pas tomber dans le gna-gna, OK? Mm-hmm. Mais c'est un discours est-ce que c'est un discours qui est positif? Est-ce que c'est un discours qui donne le goût du Québec à des gens qui ne respectent pas le critère que commande l'ethnonationalisme? Des gens qui sont de toute façon ici, en passant, parce que ça, c'est une autre chose. Parce que moi, par exemple, je prends souvent position contre les seuils d'immigration. Je pense qu'il faut réduire les seuils. Je pense qu'il y a un enjeu d'intégration. Je le dis, il y a eu l'affaire Bedford. J'ai dénoncé ça. Plusieurs l'ont fait. Et je pense que ça, c'est prendre un problème qui est celui qui existe en ce moment au Québec. Après, il y a des gens qui sont ici. Hein? Il y a des gens qui sont ici. Bien sûr. Et ça, ces gens-là, je sais que vous vous dites souvent zoom, 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 ils dégagent, mais ces gens-là ne dégageront pas. Là. Ils sont ici. Ça dépend. Ben, ça dépend. C'est-à-dire que le Québec est provincial. Le Québec n'a pas les capacités ou à peu près pas les capacités d'expulsion. Et là, après, il faudrait qu'on discute de pourquoi on expulse les gens. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commis des crimes ou est-ce que c'est parce qu'ils ne respectent pas des capacités d'intégration qui sont... Ben ouais, c'est ça. Est-ce que c'est parce que... Bon, voilà. On pourrait en parler, mais puisque ça n'arrivera pas. Hein, il faut vous savez, vous parlez souvent... Ben, c'est parce que vous parlez souvent de ce qui va arriver et de ce qui ne va pas arriver. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes opposé au référendisme. Vous dites que ça ne sert à rien d'aller là, on va en parler. Ouais. Ça ne sert à rien d'aller là parce que de toute façon, il ne sera pas effectif. Bon, ben moi, j'ai envie de vous dire, il y a autre chose qui ne sera pas effectif. C'est un monde où on expulse les gens. Au Québec, ça n'arrivera pas. Et puisqu'il y a des gens ici qui sont là, il faut leur parler. Non, mais il faut leur parler, ces gens-là. Il faut réussir du mieux qu'on peut de les convaincre. Il faut avoir un discours qui, sans être gnagna, qui est quand même, et là, je déteste ce mot-là, mais j'en trouve pas d'autre tout de suite, mais un discours qui est inclusif, c'est-à-dire un discours qui, en tout cas, est porté à leur donner le goût du Québec. Là, je vous écoute, puis j'ai l'impression d'être coupable en soi. Si j'ai pas mes arrière-grands-pères qui étaient des Canadiens français. Mais moi, franchement, pour moi, c'est une évidence que les gens qui sont prêts à s'assimiler à la culture, on va dire... Parce que qu'est-ce que c'est que le patriotisme québécois? C'est l'impérialisme canadien-français sur le reste de la société québécoise. C'est-à-dire qu'on impose les normes de la culture canadienne-française au reste des Québécois. C'est ça, la culture québécoise.
Est-ce que vous êtes un bon Québécois? En gros, vous acceptez les normes culturelles du Canada français, des Canadiens français. C'est ça. Hein? On reproche aux anglophones de faire un espèce d'impérialisme culturel, mais on fait la même chose dans le cadre de ce qu'on considère comme étant notre État national. Et je suis d'accord avec ça, mais il faut être conscient de ce que ça veut dire. Moi, je suis désolé de vous le dire, on a une culture qui est trop faible pour le faire. Si la France ne réussit pas à assimiler des centaines de milliers d'Africains et de Maghrébins, réussit partiellement, sur certains cas, mais vu la masse que la France a reçue, n'est pas capable. Le Royaume-Uni, l'Empire britannique n'est pas capable. Les États-Unis ont quand même malgré tout de la difficulté, alors que c'est la superpuissance culturelle mondiale. Pensez-vous que le Québec va être capable de le faire? Donc, en vérité, moi, j'appelle les gens quand même à sortir un peu de l'illusion, là. Il y a une illusion, OK? Qu'entretient le discours un peu assimilationniste, comment je dirais, oui, naïf. Quand vous avez, par exemple, dans certaines écoles de Montréal, la moitié des classes dont les étudiants sont immigrés. L'autre moitié ne sont pas des immigrés, sont issus de l'immigration. Donc, c'est des deuxième génération. Hein? Et le professeur lui-même est immigré. Quelle assimilation? De quoi on parle? C'est de la poésie, en fait. On est en train de vendre du rêve à nos patriotes civiques et à nous-mêmes. Moi, je dis, il est temps plus que jamais de retrouver une véritable conscience nationale. Il faut sortir du mensonge de la québécitude et retrouver une conscience nationale canadienne-française. Et les gens qui sont prêts à nous appuyer, qui nous appuient d'ailleurs peut-être déjà dans nos revendications, hein, vous savez, moi j'ai un média, les gens doivent s'abonner, j'ai des gens qui sont d'autres origines. D'origine latino-américaine. Souvent, par ailleurs, je remarque que les gens qui ont une facilité à s'assimiler, on va dire, à la culture canadienne-française, c'est les gens qui ont souvent un parent étranger et un autre parent. Hein. Donc, on voit que l'assimilation se fait aussi par l'intermariage, surtout quand c'est des peuples, on va dire, d'ascendance européenne, chrétienne. Ça facilite la chose en général, on va dire ça comme ça. Moi, je suis désolé, ces gens-là, ils sont déjà prêts à accepter le fait que, bien sûr que oui, les Canadiens français sont chez eux, doivent être maîtres chez eux et doivent demeurer majoritaires ici. Donc, moi, faire des concessions à des islamistes pour essayer de les convaincre qu'en fait, ils sont plus québécois que moi, je ne vois pas l'intérêt. De toute manière, ils instrumentaliseront notre patriotisme pour faire de l'entrisme. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense qu'il faut sortir de la naïveté à ce niveau-là. OK. Bon, en tout cas, moi, là, on tomberait dans la redondance parce que là-dessus... Et d'ailleurs, je m'étais préparé à un entretien un peu décousu dans la mesure où, habituellement, c'est très style entrevue, mais là, je savais qu'on n'allait pas être d'accord là-dessus. Ouais. Donc, je me suis permis de contester. Puis, je pense pas que vous ayez peur de la contestation. Non, bien sûr que non. Je suis là pour ça. D'où l'autorisation que je me suis donnée. Oui. Je trouve... Et après, je veux qu'on parle du référendum, mais je trouve qu'il manque quand même, et je sais que ça sonne gnangnan, mais un peu de lumière. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont ici, ils ne repartiront pas. Je pense que des politiques qui viseraient à en accueillir moins, c'est de l'ordre du réalisme. Ouais. OK? C'est réaliste de faire ça. Il y a toutes sortes de sociétés qui sont arrivées. Il faut bien les sélectionner. Et aussi, il faut bien les sélectionner. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Ben oui. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut moins d'immigration, qu'il y en a trop eu, trop rapidement. Ouais. Je suis d'accord avec vous qu'il faut revoir les critères de sélection. Ben voilà. Mais par la suite, il y a des gens qui sont ici, qui ne repartiront pas. Ouais. Et puisqu'on arrive à la question nationale et, à mon avis, aux moyens dont on ne se passera pas pour y arriver et que ce sera un référendum, et on va en parler, ben, je pense que la question du nombre se pose. Et ne serait-ce que pour des raisons statistiques et mathématiques, les nationalistes québécois ne peuvent pas exclure comme ça d'emblée et de façon aussi frontale une catégorie de la population. C'est pas payant. Ça ne fonctionnera pas. Vous parlez des immigrés ou de leurs descendants? Ben, de gens à qui on parlerait comme vous leur parlez. C'est-à-dire à des gens à qui on dirait vous êtes issus de sociétés avec des quotients intellectuels plus bas, vous êtes issus de pays à la ramasse, attendez, zoom, on dégage. Non, mais attendez, M. Villemur. Dans mon mémoire, le deuxième mémoire que j'ai présenté, je présente quelle serait une future constitution du Québec. Potentiel, hein, dont les législateurs pourront s'inspirer. Là, c'est pas une constitution, c'est simplement l'idée phare de la constitution, c'est de dire le Québec est l'État et le foyer national des Canadiens français. Dans cette nation civique québécoise, dont j'exclus les Autochtones pour les raisons que je vous ai déjà parlé, qui forment leur propre Première Nation distincte, il y a, bien sûr, le peuple canadien-français, selon moi, la minorité canadienne-anglaise, à qui on pourrait même... Moi, je vais assez loin dans l'accommodement. Vous me présentez comme un radical, mais je suis plus accommodant. J'ai jamais utilisé ce mot-là. D'accord, mais en tout cas, vous me présentez comme quelqu'un d'assez direct et qui pourrait se couper de certaines populations. C'est exact. D'accord. Donc, à ce niveau-là, je dis quand même que je suis prêt à reconnaître, par exemple,
les institutions des minorités canadiennes anglaises. OK? Moi, je ne veux pas nécessairement franciser l'intégralité du réseau scolaire, je ne veux pas secondaire, par exemple, des minorités anglophones. On pourrait très bien accorder ça à la minorité anglophone du Québec, évidemment en revoyant le financement, n'est-ce pas? Rééquilibrer la question du financement, mais qu'ils gardent leurs institutions. Pas de problème. Sur la question des immigrants de deuxième génération qui ne forment pas nécessairement un groupe national, ils ont le statut de citoyen, potentiellement on pourrait même avoir une citoyenneté du Québec, une nationalité québécoise, ils auront la nationalité, mais en effet, dans le droit québécois, il y aura la mention que le peuple canadien-français doit demeurer majoritaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'État du Québec? On resserre nos critères d'immigration et nos seuils d'immigration. C'est ça que je propose, principalement. Ensuite, si vous voulez rebondir sur la question référendaire. Bon, là, évidemment, c'est un vaste sujet. Non, mais attendez, laissez-moi introduire cette question-là, si vous le voulez bien. Oui, oui, parce qu'il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de vous, Anomos TV, dans laquelle vous teniez un discours dont on vient de parler. Là, on n'y reviendra plus. Un discours, bon, que je qualifierais de direct et d'excluant, ou en tout cas de pas tout à fait inclusif. Ça, c'est la moindre des choses. Ouais. Bon, après, c'est un mot avec lequel j'ai un énorme malaise aussi. Oui, parce que quoi? Bon. Ben, c'est ça, puis ça veut rien dire finalement. Mais c'est un discours qui certainement exclut une bonne partie de la population qui est ici pour rester. Et là, je découvrais donc ce personnage-là, et je le dis sans mépris. Hein. Quand je dis personnage, je découvrais votre personne, oui. Et je me disais, OK, d'accord. Attention, parce que peut-être nuit-il à la cause. Et là, oui. Je vous avoue que je suis passé à autre chose. Et là, un jour, quelqu'un m'a envoyé une vidéo dans laquelle vous analysiez en profondeur l'une de mes apparitions dans un balado. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, cet homme-là existe. Et par vanité, parce qu'il faut bien que je regarde ce qu'on dit de moi. C'est normal, ça. J'ai regardé la vidéo. Et là, soudainement, peut-être c'est la loi de l'algorithme, il y a plus de contenu de votre contenu qui est apparu comme ça dans mes fils sur Twitter. Et là, j'ai découvert un homme, vous en l'occurrence, qui n'était plus souverainiste comme je l'avais découvert, ou en tout cas comme j'avais entendu que vous l'étiez, et vous vous en preniez énormément au moyen d'accession à la souveraineté qui est le référendum. Tout à fait. Et là, je vous avoue qu'il y a une théorie qui circule dans le milieu qui a commencé à faire un peu de sens dans ma tête. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un agent perturbateur de la... Payé par Ottawa. Payé par Ottawa ou par le service de renseignement ou par la GRC, parce que des deux façons qui avaient été les vôtres de travailler, vous nuisiez, à mon avis, à la question de la souveraineté, d'abord en tenant un discours xénophobe, et par la suite en tenant un discours peur de l'étranger. Moi j'aime les mots, hein, donc xénophobe, c'est la peur de l'étranger. Moi, vous savez, moi j'ai fait des études au Proche-Orient. Hein. Vous n'avez pas peur des étrangers chez eux, mais peut-être que vous avez peur des étrangers chez vous. Mais c'est pas que j'ai peur, c'est que je pense que ça va mal finir. C'est pas une question de peur. Moi, je veux dire, moi, vous savez, j'ai été dans plus de mosquées que la plupart de des gens qui vont sans doute écouter cette émission. J'ai serré la main des salafistes. Vous savez, c'est quoi la zabiba? C'est des types, ils prient tellement qu'ils ont une marque sur le front. Hein, ça, c'est le signe de croyant ferme. J'ai serré la main, j'ai parlé à des islamistes et des musulmans croyants, pieux, que la plupart des gens... Donc, moi, toute cette question islamophobie, xénophobie, moi, ça me fait un peu rigoler parce que, voilà, je sais qu'il y a d'autres civilisations, je sais qu'on n'est pas vraiment fait pour vivre ensemble, et je veux préserver le Québec de ce choc des civilisations que je pense qu'il va arriver. Donc, la xénophobie, etc., c'est pas mon truc, en fait. OK, mais sur le fond de la question, donc, mais vous faites bien, si l'étiquette ne vous plaît pas, je vais quand même vous laisser la chance de vous défendre. Non, à la limite, ethno-nationaliste, oui, mais xénophobe, de toute façon, ethno-nationaliste, vous l'assumez. Oui, ça serait compliqué de pourfendre le terme ici-là. Mais donc, revenons à cette théorie, qui demeure une théorie. Êtes-vous... Suis-je un agent fédéral? Vous savez c'est comme ça. Ouais. Alors, la réponse est non, bien sûr. Hein. Si j'étais un agent fédéral, je pense pas que les amis de Justin Trudeau auraient banni ma chaîne YouTube et mon compte PayPal. Ah, peut-être que ça... Oui, billard à 12 bandes, le gars, on le bannit, mais en fait, on le finance, et puis nanani, nanana. Oui, écoutez, moi, je vais vous dire, à chaque fois dans le mouvement souverainiste... Mais vous avez quand même une réponse prête, là. Peut-être que vous étiez préparé à ce qu'on vous la pose un jour. Vous savez-vous pourquoi? Parce que quand je débarque en France, certains intellectuels québécois qui sont dans le milieu médiatique français répandent ce discours-là à des journalistes français. Les journalistes français me disent, Monsieur Cormier-Denis, un tel monsieur, hein, qui fait partie du système médiatique français, pour ne pas le nommer, nous dit que vous êtes un agent du fédéral.
Donc, il y a des rumeurs, je sais qu'il y a des rumeurs comme ça qui courent, qui originent voilà, de certaines personnes. Mais la théorie est... Écoutez, ça demeure une théorie parce que personne n'a de preuves. Mais, ça a de l'allure quand même. Moi, je pense que Ruba Gazal a plus de chances d'être une agente du fédéral que moi-même. Parce qu'elle supporte le NPD. Non, mais c'est-à-dire, attendez là, il faut être... Ça, j'aime ça comme discussion. Bon. Parce qu'à chaque fois, dans le mouvement souverainiste, quand vous n'êtes pas d'accord avec un gars, vous dites « Non, mais attendez, lui, il est trop radical, il nuit au mouvement. » Ah non, lui, il veut un référendum, il nuit au mouvement parce qu'en fait, c'est Claude Morin qui a été payé par les grands mandarins fédéraux pour introduire le référendum au Parti québécois. Donc, en fait, tout ça, toute la logique référendaire vient du fédéral. Et en fait, le Parti québécois est l'idiot utile du gouvernement du Canada. Bon. Ça peut aller très loin. À chaque fois dans le mouvement souverainiste que vous n'êtes pas d'accord avec un type, le type est payé par le GRC ou la SCRS. Mais ça part quand même d'un souci qui est normal, puisqu'on va y venir à votre façon d'exclure le référendum désormais comme moyen d'accession à la souveraineté. Vous dites que le Canada est un régime qui ne se laissera pas défaire. Quel fédéraliste dit ça? Quel fédéraliste dit ça? Quel fédéraliste dit que le Canada n'est pas un État vraiment démocratique? Personne dit ça. Ouais. Charles Milliard ne dit pas ça, là. Mark Carney, certainement non plus. Non, mais attendez. Non, mais moi, je dis ça. Oui, d'accord, sauf que mon point étant... C'est pas un discours de fédéraliste, là, que je tiens. Non, je sais bien, mais c'est juste que quand des gens pensent que la position que vous défendez est une position qui fait l'affaire des fédéralistes, ben c'est une théorie qui a quand même un peu d'allure, là, honnêtement. Là. Elle tient debout, là, hein? Elle ne chambranle pas tant que ça. Elle boite peut-être un petit peu. Mais enfin... Non, mais pas pour vous, vous êtes le principal intéressé. Non, mais enfin, je vous comprends de vous défendre. Et je ne porte pas d'accusation. Honnêtement, vous dites vous-même que la conversation vous intéresse, donc tant mieux. On tient une conversation intéressante. On est dans de la spéculation. Oui. Mais quand même, puisque le Canada est un régime qui ne se laissera pas défaire, ben, le Canada est un régime qui a du temps et qui a de l'argent. Tout à fait. Pour penser à des stratégies qui pourraient, par exemple, impliquer des gens qui tiendraient un discours comme le vôtre, qui fait en sorte que les nationalistes sont de plus en plus associés à l'extrême droite, de plus en plus associés à des discours comme celui que vous tenez. Et en plus, vous ajoutez à ça l'idée de décourager les souverainistes d'emprunter la voie référendaire. Ah ben oui. Après, peut-être que c'est pour des bonnes raisons, puis on va laisser tomber bientôt la dimension spéculative de tout ça, puis on va entrer dans la technique, dans la chair, dans la mécanique, d'accord? Mais moi, cette théorie-là, je vous avoue que j'y crois. Que je suis payé par toi? Je crois que c'est une théorie qui se peut. Je ne porte pas d'accusation, mais je pense que c'est possible. J'espère. Parce que je ne mépriserai pas et je ne tournerai pas au ridicule ceux qui y croient parce que je pense qu'elle tient de bout. Quand on connaît l'histoire du Canada, quand on sait comment ils ont géré le FLQ, quand on sait comment... Ah, le FLQ, c'est vrai. Ben, pour décrédibiliser le mouvement souverainiste, qu'est-ce qu'ils ont fait? La commission Keeble a été assez loin. Ils ont été bloqués par la Cour suprême. D'ailleurs, c'est intéressant, toute cette histoire des faux attentats sous faux drapeau du FLQ, parce qu'on ne sait pas, en fait, si le fédéral, si ça venait vraiment du fédéral ou si c'est la GRC qui, en interne, pour continuer à avoir des budgets, a fait des faux attentats pour le FLQ en maintenant en vie le FLQ de façon artificielle. Donc ça, c'est vrai. On le sait, la guerre que Trudeau a menée contre les séparatistes québécois à partir des années 70, il l'avait décrété, il faut mener une guerre aux séparatistes québécois comme on a mené une guerre aux communistes dans les années 50. Ça veut dire une guerre extrêmement dure et limite, c'était extra-légal. Hein, c'est-à-dire que les actions qu'ont fait les services de renseignement canadiens étaient hors du droit. Ça veut dire, mais ça, c'est très intéressant. Ça, j'aime ça comme discussion. Parce que ça, c'est la vraie discussion. Là, on est dans la vraie discussion. Le Canada est un État qui va défendre son intégrité territoriale. Il ne laissera pas 2-3 Boy Scouts péquistes qui sont passés par Oxford, qui sont bien propres, qui ont été élevés à Outremont, mais qui n'ont pas de milice, qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas de soutien international, faire sauter leur pays, leur arracher 23% de leur population, le 6e de leur territoire, l'axe fluvial principal de leur pays qui relie l'Atlantique et les Grands Lacs, leur arracher finalement leur continuité territoriale entre le Canada central et l'Atlantique, leur arracher le cœur historique du pays. Hein, le Québec, c'est le cœur historique du Canada. Là, si vous êtes dans une logique fédéraliste, Montréal, Québec, la Fondation, ces gens-là ne se laisseront pas faire avec un cumul de bouts de papier et une déclaration unilatérale d'indépendance. C'est pas vrai. Et moi, et c'est pour ça que je suis contre le référendum, je pense qu'il faut sortir de cette naïveté-là. Alors, ceci dit, je trouve ça fascinant que des gens qui pensent que le fédéral pourrait me payer comme étant agent provocateur ne réfléchissent pas, par contre, à la question référendaire. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau du référendum? Parce que s'il y a quelque chose
à laquelle le mouvement souverainiste devrait penser, c'est surtout ça. Mais Parce que l'accusation... Attendez, juste finir là-dessus, parce qu'il y a quand même des accusations. En fait, vous légitimez, on va dire, les soupçons à mon endroit. Donc, je veux juste répondre là-dessus. Moi, je peux vous dire, face caméra, bien sûr que non, je ne suis pas payé par le fédéral. C'est une évidence. Si vous savez la persécution que je vis, ne serait-ce qu'au niveau bancaire, comme des militants patriotes, ça serait une évidence pour vous. Les institutions... OK? Il faut comprendre ça. Là. Quand on est un militant de droite nationale, non seulement vous vivez une mort sociale, mais en plus, vous avez un combat institutionnel contre vous. Je vous le dis, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en France, les types de droite patriotes qui sont des influenceurs se font bannir leur compte en banque en France. Ils ont plus accès à leur compte en banque. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que certains types à la droite nationale ont vécu au Québec. Ça ressemble à ça, hein, des exclusions bancaires. Donc, je veux dire, évidemment, vous savez, ça ne sert à rien de jouer la martyrologie, puis de... moi, je ne ferai pas dans le Trumpisme, là, le système est contre moi, et puis nanani, nanana, c'est pas mon truc. Mais je veux dire, quand vous êtes dans la réalité concrète de ce qu'un militant de droite nationale vit au niveau institutionnel au Québec, ça me fait rigoler de faire penser qu'en fait, je suis payé par le fédéral. Je pense que ça vous fait rigoler, mais ça vous blesse aussi. Oui, parce que, bien sûr, parce que je me dis en fait que ces types-là, soit ne comprennent pas. Alors, les rumeurs sont lancées. Est-ce que c'est parce que je choque? Il y a des gens qui sont de bonne foi, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se disent, OK, mais en fait, ce gars-là nous associe à l'extrême droite, ce gars-là nous associe à des thèses qui sont, comment je dirais, irrévérencieuse. Donc, en fait, il nous associe au camp du mal. Hein. C'est le camp du mal de Philippe Murray. Et en fait, il nuit à la cause parce que notre but, voilà, c'est d'accumuler des voix pour avoir 50% plus 1. Moi, je suis sorti de la logique du 50% plus 1. C'est pour ça, d'ailleurs, que toute la question de la diabolisation me passe un peu au-dessus de la tête parce que je dis, ben écoutez, le projet, c'est pas de faire 50% plus 1, c'est de former un bloc électoral canadien-français qui contrôle l'État québécois. On n'a pas besoin des immigrés. On n'a pas besoin des immigrés. Enfin, il y a toujours des immigrés à la marge. Comme vous dites, hein, il y a des gens qui rejoignent la cause, qui aiment bien les Canadiens français, qui se sentent québécois, pas de problème. Mais c'est pas le cœur nucléaire, comment je dirais, de l'électorat à constituer au Québec. Ce qu'il faut faire, c'est bâtir une majorité canadienne-française pour contrôler l'État québécois et le construire, mais plus que passer par une logique référendaire. Donc, vous voyez... Juste pour revenir là-dessus, ma démarche aussi, de dire, il faut arrêter de... Moi, c'est ce que je dis, il faut arrêter de parler d'indépendance. Il ne faut pas en parler, il faut la faire. Il faut la faire. Le blabla péquiste sur le référendum, convaincre les gens, pour un référendum qui ne sera pas effectif, qui ne sera pas reconnu par le Canada, ça ne sert à... En fait, ça sert une chose, ça sert le fédéral. Oui, attendez. Attendez, je vais quand même poser une question, là. Oui, excusez-moi. Non, sans problème. Quand est-ce que vous avez allumé là-dessus? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est la défaite de 95? Est-ce que c'est... C'est un long processus qui remonte partiellement à... ça précédait le référendum en Catalogne. Vous vous rappelez le référendum en Catalogne? Donc, on est aux alentours de quoi? Je pense 2014, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 2014-2015, gagnant par le oui, dans l'ordre de quoi? 80 à 90%, un truc pareil? Oui, parce que, bon, finalement, les partisans du non n'ont pas participé, c'est-à-dire les gens qui voulaient le maintien de la Catalogne en Espagne. Et parce que le résultat n'a pas été reconnu, n'a pas été effectif, là, vous avez commencé plutôt à vous poser des questions quant à ce qui arriverait si le oui l'emportait ici? Ben, c'est-à-dire, ma réflexion avait commencé préalablement à la question. Ça venait aussi des négociations entre l'Écosse et le Royaume-Uni. Donc, ça s'inscrit dans une vaste démarche intellectuelle qui remonte beaucoup plus loin parce qu'au fond, moi, je viens plutôt de la gauche péquiste, comme je dis, et je suis sorti de ça par des lectures, en fait, par l'UQAM. Moi, je suis passé par l'UQAM et je suis ressorti de l'UQAM en étant de droite nationale à cause des lectures, notamment, que j'avais rencontrées, et puis mon contact avec le monde arabe, notamment, et musulman. Et là, ça m'a fait me réenraciner au Québec. Me dire, mon Dieu, mais c'est bizarre, je suis en train de faire des études islamiques. Je connais plus l'islam que, entre guillemets, ma propre religion, la religion du Québec, le catholicisme. Donc, ça m'a fait me réenraciner sur le Québec. Je suis sorti... Et là, la lecture de Groulx m'a beaucoup inspiré. J'ai redécouvert Lionel Groulx. Je me suis dit, en fait, mais il a raison sur tout. Et donc, ça m'a fait sortir un peu de l'appellation que j'avais moi-même de la gauche. Parce qu'il y a beaucoup de gens à gauche au Québec qui disent, non, mais moi, je suis à gauche, mais pas cette gauche-là.
Moi, je suis de l'ancienne gauche, la bonne gauche, celle qui était patriotique, celle qui n'est pas woke, celle qui n'est pas ci et celle qui n'est pas ça. Et finalement, quand on regarde par le passé, on se dit, oui, mais même la gauche d'antan avait quand même certains problèmes. Oui, mais il y avait quand même une gauche, parce que j'ai déjà dit ça, moi, à mon sujet. Oui, oui. Il y a des... Par exemple, moi, j'admire, et j'y pense tous les jours, à Pierre Falardeau. Pierre Falardeau lisait Gros. Pierre Falardeau lisait Séguin. Oui. Donc, il y a cette gauche-là aussi qui était ouverte d'esprit. C'est vrai. C'est une gauche qui n'est pas si lointaine que ça. C'est la gauche des années 80-90. C'est la gauche de Chartrand. C'est la gauche de... Chartrand, c'est déjà autre chose. Chartrand appelle à voter QS, pas Pierre Falardeau. Vous voyez, on n'est déjà pas dans le même type d'homme. Oui, bon, après, personne n'est pareil, mais c'était deux hommes quand même. Non plus, mais personne... Quand je compare deux personnes, évidemment, je compare ce qui est comparable à l'intérieur de leur personnalité. Bien sûr. Mais cette gauche-là, elle a existé. Mais vous disiez donc que... c'est-à-dire elle était problématique bien avant. Oui, mais c'est-à-dire Pierre Falardeau était quand même dans le tiers-mondisme. Moi, c'est un grand regret que j'ai, je veux dire, d'un point de vue d'un militant nationaliste que je suis, de ne pas avoir eu de contact avec Pierre Falardeau. Il est décédé trop tôt. Bon, j'étais pas... 2009. Oui, c'est ça. J'étais pas du tout connu. J'avais pas de carrière, comment je pourrais dire, de militant nationaliste, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai pas eu la chance de... Mais j'aurais bien aimé débattre avec lui. Parce que je pense que, notamment, un des cul-de-sac, notamment du nationalisme québécois de gauche, c'est le tiers-mondisme. C'est-à-dire le fait de s'identifier à des peuples du tiers-monde. Ce que nous ne sommes pas. Et d'ailleurs, toute la lecture marxisante du FLQ s'est butée au mur du réel. Ils ont voulu reproduire la révolution cubaine au Québec. Mais les Québécois, ils voulaient le confort américain. Ils ne voulaient pas une révolution soviétique. Et donc là, on s'est rendu compte. Et là, aujourd'hui, avec le mouvement les décoloniaux, on se rend compte qu'en fait, quand on parle de décoloniser le Québec ou le Canada, c'est de nous qu'on veut décoloniser le Québec et le Canada, au nom des Autochtones. Et là, tout le discours tiers-mondiste de la gauche souverainiste part en fumée. Parce qu'on nous associe à quoi? À une expérience coloniale. Ce qui est aussi vrai. Et c'est ça que je reproche à Pierre Falardeau, à tout ce courant anticolonialiste tiers-mondiste du nationalisme de gauche québécois, c'est qu'ils ont pris la moitié de notre histoire nationale. On est colonisé par les Anglais. C'est pas faux, on a été conquis par les Anglais, la France a perdu la guerre de 7 ans, on a eu une domination institutionnelle de la part de l'Empire britannique, nos élites ont négocié comme ça notre survivance dans les institutions britanniques, il y a eu la révolte des Patriotes, bon finalement ça fait pchit, et d'ailleurs on peut revenir là-dessus parce que pour moi, le Parti québécois en grande partie est l'héritier des Patriotes, et les Patriotes ont échoué, le Parti québécois a échoué aussi, parce que sont en fait des républicains idéalistes qui ne sont pas dans les rapports de force réels. Et la CAQ serait l'héritier des réformistes. Oui, de l'Union nationale. Si on remonte aux rébellions. Oui, des réformistes, et ensuite de l'Union nationale et de Daniel Johnson. Donc, et là, c'est plutôt dans ce courant-là que je m'inscris. Donc, c'est là aussi où je veux dire, pour les gens qui pensaient que je suis un agent fédéral, je ne suis pas trop d'Ottawa, est-ce que Daniel Johnson, qui fait venir Charles de Gaulle, en 67, c'est pas le PQ qui fait venir Charles de Gaulle pour vivre le Québec libre. Il n'est pas au pouvoir. Il n'est pas au pouvoir. Mais qui le fait venir? L'Union nationale. Oui, c'est Daniel Johnson. Ouais. Ce qu'on ne dit jamais. Et d'ailleurs, l'évêque... était contre. L'évêque a même sacré dans la foule devant l'hôtel de ville. Ouais. Eh bien, c'est ça. Moi, je suis avec Daniel Johnson et je suis très critique de René Lévesque. Parce que je pense qu'il y a une mécompréhension, une mauvaise compréhension de ce courant de gauche idéaliste, patrioto-péquiste, des rapports de force réels que nous entretenons face soit à l'Empire britannique au 19e siècle, soit aujourd'hui face au Canada. Donc, je veux juste dire ça, pour finir la question des allégations comme quoi je serais payé par, je ne sais pas trop, par le SCRS ou la GRC. Non, moi, je m'inscris dans le grouxisme, l'Union nationale, les réformistes, etc. Et dans cette défense nationale du Québec qui sort des illusions un peu naïve pour moi du camp républicain. Je veux juste... je suis désolé, là, je fais des boucles sans arrêt, des parenthèses dans des parenthèses. Falardeau avait tort sur une chose, il ne nous voyait que comme des dominés. Or, nous ne sommes pas que ça. Nous sommes aussi la première expérience coloniale française en Amérique. Nous sommes une expérience coloniale. S'il n'y a pas d'expansion coloniale de la France en Amérique, on n'est pas là. Donc, on est double. On est à la fois des colonisateurs et on est à la fois des dominés. Et c'est cette dualité québécoise-là qu'on doit toujours jumeler en quelque sorte. Oui, il y a une domination impériale britannique qu'on a subie, mais en même temps, on est aussi l'expansion coloniale de l'Europe vers l'Amérique. Donc, c'est comme si, pour Falardeau, l'histoire avait commencé en 1759 pour vous. Mais c'est faux. Mais c'est faux, d'une part, mais d'autre part, je ne pense pas totalement exact, mais bon, là, on se perdrait vraiment, là, parce qu'on irait dans de l'analyse de la pensée de Falardeau, mais Falardeau était un grand défenseur de l'idée
victorieuse du projet en Nouvelle-France. Il avait lu sur les corsaires, sur d'Iberville. Oui, je pense que c'est plus tardif, d'ailleurs, dans son évolution intellectuelle. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'était pas totalement exact de dire ça. Mais c'est vrai, par contre, qu'il misait beaucoup sur l'idée que nous étions des colonisés. Ben oui. Et c'est un reproche qu'on fait souvent à la gauche. Même si elle veut l'emporter, c'est quand même, comment dire, payant sur le plan symbolique. D'ailleurs... Oui, mais ça rebute des gens. Oui, mais il n'y a aucune stratégie qui est parfaite. Ben, c'est ça. Vous êtes d'accord? Mais je veux qu'on revienne donc à votre... Ça, on est d'accord. Dans tous les cas, ce sera très difficile de faire du Québec un pays. Je veux dire, ça, il faut le dire aux gens, là. Ce ne sera pas... c'est pas une marche dans le parc, peu importe ce qu'on essaie de faire. Moi, c'est pour ça que enfin, allez-y sur Mais la pourquoi le référendum. référendum, selon vous, est-il devenu presque le pire ennemi des souverainistes québécois? Parce qu'on va mettre toutes nos énergies, l'énergie accumulée qu'on a depuis 1995, on a rebâti le nationalisme québécois depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, là. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler de Jean Charest. Hein. Jean Charest, espèce de comment je voudrais dire, là? De roi fainéant, hein, qui n'a pas fait grand-chose à part s'en mettre dans les poches. Là. Quel est le legs de Jean Charest après une décennie, on ne sait pas. Il débarquait sur le plateau de télé, il regardait Pauline Marois. L'accord économique avec la France, le Conseil de la Fédération. Non, mais je fais juste le mentionner, mais moi, je ne suis pas un fan de Jean Charest. Non, mais assez mineurs. Pour des gens qui nous écoutent, le plan Nord, ça n'a pas fonctionné, le plan Nord qui a échoué, le Fonds des générations, des petits trucs comme ça. Quand même un roi fainéant. Mais poursuivez. Il débarquait devant André Boisclair ou Pauline Marois, il disait référendum. Et les Québécois votaient libéral. Référendum. Ça a pris 20 ans pour qu'on réussisse à remonter un mouvement national québécois. Et là, je suis désolé, je vais faire de la provocation. Parce qu'il faut bien provoquer un peu. On ne vous connaît pas ce style. Non, pas du tout. C'est nouveau chez moi. Je vous dis que la CAQ, en un mandat et demi, en a fait plus que le Parti québécois depuis 1977. C'est-à-dire que depuis 1977, donc, c'est quoi 1977? C'est la loi 101, ouais. C'est la loi 101. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les péquistes, au pouvoir? Ils ont eu 4 mandats et demi. C'est intéressant, 4 mandats et demi. On peut faire pas mal de choses en 4 mandats et demi, techniquement. Ils ont fait plein de choses. Mais ils ont fait plein de choses qu'un NPD provincial aurait pu faire. Ou même parfois le Parti libéral du Québec aurait pu faire. C'est-à-dire des trucs social-démocrates. Hein, voilà, mourir dans la dignité de Véronique Yvon, les garderies à 5 $, des réformes social-démocrates, en voulez-vous, en voilà, il y en a plein. Oui, mais je suis désolé, on pouvait voter pour NPD provincial. Ils font ça, en Colombie-Britannique. Ils ont une social-démocratie aussi. Hein. Ça ne fait pas avancer la cause nationale. Donc, c'est pour ça que je dis, là, je pense que malheureusement, et là, je suis très dur, mais c'est comme ça, c'est ce que je crois fondamentalement, je pense qu'en fait, on se fait passer un savon depuis très longtemps au Québec, c'est-à-dire qu'on a des militants sociodémocrates d'abord, féministes, écologistes, qui agitent le patriotisme sain des Québécois pour faire avancer leur agenda idéologique. Et on agite un fleur d'Élysée, et au fond, qu'est-ce qu'on a? Des politiques social-démocrates. Et on n'a pas la nation, et on n'a pas le nationalisme, et on n'a pas le pays, et on n'a pas l'État souverain. Et on se fait agiter des sortes de, de mirages, comme quoi le Canada, et ça c'est fascinant dans le discours, de ce que j'appelle les référendistes. Hein, les gens qui tiennent absolument un référendum, qui pensent que c'est la seule voie, il faut absolument tenir un référendum, c'est central, il faut le faire le plus rapidement possible. Voilà, bon. Ils nous disent à la fois, c'est fondamental de quitter le Canada, parce que le Canada est un pays hostile, c'est un régime hostile au Québec, qui veut notre mort, qui veut nous asphyxier, qui veut nous tuer, soit par l'immigration, soit au niveau économique, enfin de toutes les manières possibles. Et en même temps, quand on pose la question, oui, mais qu'est-ce que vous faites de la réaction du fédéral face à un oui gagnant? Ils disent, non, mais ils vont accepter de bonne foi notre départ, ils n'auront pas le choix d'accepter, ils vont jouer fair play, c'est une grande démocratie, c'est merveilleux, et le Canada va être sympa. Ben, à un moment donné, il faut choisir. Mais personne n'a dit ça. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon. Que le Canada était sympa et que le Canada allait faire du fair play. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, à la question d'une journaliste, je pourrais vous retrouver l'extrait, c'était il y a quelques années, s'est fait poser la question par une journaliste et il a répondu « Ah non, ben, le Canada va accepter les résultats du référendum gagnant. » Oui, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quelqu'un dont le parcours, au même titre, par exemple, que René Lévesque et Jacques Parizeau, a changé d'opinion de façon assez drastique dans les 10 dernières années. Donc, sur la question nationale, ben, enfin, oui, sur la question nationale, oui. Mais... Même, non, mais en fait, c'est parce que des hommes de sa trempe, je pense, des fois, c'est comme prouvé sans être prouvé.
qu'ils entendent raison sur le tard. Hein. C'est quand même un homme qu'on dit jeune. Il a 47 ans, ce qui est jeune. Oui, c'est parce qu'il a un physique de gendre idéal. Et donc, je serais quand même prudent en évoquant des propos qu'il a tenus il y a si longtemps, parce que là, vous me dites, il y a quelques Non, mais c'était années... quand il était chef du Parti québécois. Là. C'était pas... Ah, d'accord. Non, c'était quand il était chef du Parti québécois. C'était pas... OK. Non, c'est quand il était chef du Parti québécois. Donc, il a dit qu'au lendemain d'un référendum gagnant, le Canada serait... reconnaissant du résultat? Oui, exactement. Va reconnaître le résultat, que c'est dans son intérêt. Mais en quoi c'est faux? Parce qu'en 95, j'entends souvent des gens qui sont contre le référendum dire que ça n'a valeur que de sondage, que ça ne sera pas reconnu. Et moi, j'ai toujours envie de vous répondre, à vous et à vos camarades sur cette ligne de pensée-là, que si c'était véritablement un sondage et que le Canada en avait rien à foutre du référendum, il n'aurait pas mobilisé toutes les énergies qu'il a mobilisées pour l'emporter. Ben si, parce que c'est la première manche. Vous comprenez? Ben, écoutez, ça veut dire si... Ils veulent pas la crise, vous comprenez? Je veux dire, vous voulez pas que vos adversaires politiques, comment je dirais, vous mènent à une situation de crise pour que vous soyez obligés de déployer des efforts. Donc, il y aura une crise au lendemain d'un référendum gagnant. Ben, s'il y a une déclaration unilatérale d'indépendance, bien sûr que oui. Oui. Ben, OK, on peut peut-être rétro-pédaler un petit peu parce que je pense que c'est intéressant. Pourquoi je suis contre le référendum? Il y a deux raisons. Juste structurer là, un peu ma réflexion. Parce que là, je suis face à 60 ans, 70 ans de propagande du camp souverainiste. Ben, de propagande. Pas de propagande, mais de théorie politique. Oui, de théorie politique souverainiste qui nous dit il faut passer par le référendum. Et moi, j'arrive en disant c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Forcément, je peux pas convaincre les... C'est difficile à exposer en 2 minutes et demie. Il y a deux raisons pour lesquelles je suis opposé au référendum. Premièrement, il sera perdant. Mais ça, c'est pas la vraie raison. Parce que vous spéculez. Écoutez... Non, c'est-à-dire que si vous voulez résumer votre raisonnement en 2 points, et le premier peut pas être une spéculation totale. Non, mais je pense qu'il sera perdant. Pourquoi? Parce que je fais partie des gens, et ils sont nombreux dans le camp souverainiste, qui sont plutôt d'accord quand même avec la phrase de Jacques Parizeau. L'argent et le vote ethnique. Il y a beaucoup de souverainistes, même des gens qui veulent le référendum, qui disent « Ah oui, mais Parizeau avait raison, il a nommé le réel, les médias l'ont vilipendé, mais il avait quand même raison. Quoi, l'immigration, on sait très bien, à 80-90%, on voté contre, on voté pour le non. Et le fédéral a dépensé un paquet de pognon pour finalement faire dérailler la campagne, ne respectait pas les lois électorales. Bon, moi je dis sur l'argent, est-ce que Mark Carney a moins de pognon que Jean Chrétien? Non. Donc, je veux dire, ils vont autant dépenser de l'argent, faire des campagnes, et regarder la campagne qu'on a vécue au fédéral, comment ils sont capables d'agiter l'unifolier pour bien rassembler les Québécois en nous disant, regardez, les péquistes, c'est des idiots utiles de Trump et de la menace américaine, c'est pas du tout le temps de déstabiliser le Canada, campagne de peur, propagande, bim, 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 et quand on reproche à Jean Chrétien, oui, mais monsieur Chrétien, vous n'avez pas respecté la loi, qu'est-ce que nous dit Jean Chrétien? Je pense, c'était sur le plateau, tout le monde en parle, il nous dit, j'ai sauvé le pays! Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous répondez rien, parce que le boulot du premier ministre du Canada, c'est de défendre l'intégrité territoriale de son État. C'est son premier boulot. Que ça soit Pierre Poilievre, que ça soit Mark Carney, que ça soit le prochain, son travail, c'est de faire en sorte de conserver l'intégrité territoriale du Canada. Vous imaginez être le premier ministre du Canada et Pierre Trudeau a réussi à battre les séparatistes, Jean Chrétien a réussi à battre les séparatistes, et vous, comme un con, vous avez laissé le Québec se séparer? Bien sûr que non. Votre premier... Je veux dire, l'intérêt national du Canada, c'est de conserver son intégrité territoriale. Et c'est pas juste vrai pour le Canada, c'est vrai pour la France. On n'entend jamais les séparatistes québécois, dont je fais partie. Pourquoi est-ce qu'on n'agite pas, par exemple, le séparatisme corse ou breton? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en va pas voir les indépendantistes corses en disant, ben voilà, indépendance de la Corse, on est tous solidaires de la Corse? Non, on le fait pour la Catalogne, on le fait pour l'Écosse. Pourquoi on ne le fait pas pour la Corse? Mais par géopolitique, parce qu'on sait très bien qu'on a besoin d'un appui international français, n'est-ce pas? Et qu'on ne va pas aller agiter tous les mouvements sécessionnistes, régionalistes français. Il y a un minimum de cohérence. Bon, ben, je suis désolé. Moi, je vous le dis, la Corse, elle sera probablement jamais indépendante. Et la Bretagne non plus. Pourquoi? Parce que l'État français est très déterminé à conserver son intégrité territoriale. Mais ça, je suis capable de le reconnaître. Ça, très bien. Mais c'est déjà la première étape. Oui, mais allons-y par étapes. Parce que je pense qu'effectivement, le mot naïf est le bon pour désigner ceux qui pensent que pour les fédéralistes, pour le camp fédéraliste, si on perd le référendum, ça s'arrête là. Ouais. Bon, après, il y a moyen de le gagner avec une marge plus importante. Là, je parle du point de vue des indépendantistes. Vous voulez dire gagner le référendum? Gagner le référendum. Ouais. Donc, si les indépendantistes gagnent le référendum avec un résultat qui est plus concluant 50% plus une voix. Ben, plus concluant que ça. Si on s'approche de 55, Mais comment vous faites ça?
Il y a combien de plus d'immigrés qui sont débarqués depuis 1995? Il faut les convaincre. Il faut convaincre. Non, mais enfin, il faut peut-être changer la stratégie. Fleur d'Élysée. Il faut changer la stratégie. Il faut changer le discours. Il faut convaincre plus de gens. C'est-à-dire que, écoutez, là, il y a moyen quand même de retourner à la planche à dessin, à la table à dessin. Ouais. À ce compte-ci, honnêtement, je serais quasiment mal à l'aise de révéler les stratégies publiquement. OK, d'accord? Je garde ça pour moi, je garde ça pour le moment opportun. D'accord? Peut-être qu'il se présentera. Non, mais regardez, allons-y. Si le clan indépendantiste l'emporte de façon plus convaincante que ne l'a fait le clan fédéraliste, ça devient plus difficile, d'accord, de jouer la carte du goon si on est fédéraliste et de dire non, on ne reconnaît pas ça. Parce que sur la scène internationale, je pense qu'il y a plus de chances quand même qu'on dise, regardez, vous avez quand même perdu 55-45. Les Catalans, alors ça, c'est intéressant parce que tantôt, vous en avez parlé et on n'a pas approfondi la question. Non. Je pense que c'est une erreur que de comparer la tenue du référendum c'est pas la même chose, de Catalogne. Non, mais attendez, c'est même pas, non seulement c'est pas la même chose, mais on a... il n'y a aucun pays qui a reconnu les résultats, qui a même reconnu même la légitimité de l'exercice parce qu'il y avait des soupçons d'irrégularité dans la tenue de ce qu'on n'a jamais reproché aux indépendantistes québécois. D'accord. Ils ont joué plus franc jeu, plus carte blanche. D'accord. Alors, permettez-moi de répondre à ça. Pourquoi les forces souverainistes du Québec ont été agitées le drapeau catalan à Barcelone, Daniel Turp, le grand chef constitutionnaliste du mouvement souverainiste, en tête? Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. C'est ça. Parce qu'il y a de la naïveté dans les hautes instances péquistes. Il arrive que des gens soient naïfs, effectivement. Oui, c'est un problème. Parce qu'on s'en va à la guerre. Là. Et on n'amène pas un peuple à la guerre avec un lance-pierre quand les gars en face de nous, ils ont une armée. Là. OK? Le mouvement souverainiste veut émanciper un peuple. C'est très sérieux. Là. Si on s'en va à la guerre institutionnelle contre le fédéral, là, on veut arracher, je rappelle c'est quoi là? On veut arracher, comme je l'ai dit, 23% de la population, le 6e de son territoire à un pays de l'OTAN, du NORAD, des Five Eyes, je veux dire, du G20, qui a une réputation internationale très bonne, malgré les années Trudeau. Hein. Le Canada, c'est quoi? C'est une belle petite social-démocratie qui a le multiculturalisme, qui est bilingue. Elle reconnaît très bien le droit même des Autochtones. Voilà. La minorité francophone, elle peut devenir premier ministre, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, pourquoi est-ce que vous voulez faire sauter ce si beau pays qui est la preuve mondiale d'une coexistence entre peuples? Parce que c'est ça, le Canada, à l'échelle internationale. Nous, comme séparatistes québécois, on n'a pas du tout ce rapport-là au Canada. Non, mais que répondez-vous à l'argument que je viens de vous lancer, là, selon lequel on se pose ces questions-là parce qu'on n'imagine pas le oui pouvoir l'emporter au-delà de 51%. Mais s'il s'approche de 60%, je pense... non, mais c'est pas un argument là, que de respirer comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive... Est-ce que Parizeau avait raison? Ben oui, je l'ai déjà dit. Alors. Non, mais je l'ai déjà dit. Non, mais il y a combien d'immigrants qu'en 95? Ce que j'ai dit souvent, c'est que Parizeau avait raison de dire que ce qui avait expliqué en partie la défaite du oui, c'était l'argent et des votes ethniques et qu'il se référait aux naturalisations qu'on avait fait en octobre 95. C'était 43 000 naturalisations plutôt que 20 000 de moyenne cette année-là. On avait joué avec les émotions des nouveaux arrivants. Pourquoi le Canada ne ferait pas la même chose? Mais il fera la même chose. Il fera la même chose. Donc, il fera la même chose. Donc, c'est quoi le plan? Mais le plan, je viens de vous le dire, c'est d'aller chercher plus de gens, d'accord? Bon, probablement le noyau canadien-français, puisque vous aimez ce mot-là, et de les motiver davantage, de les enflammer davantage. C'est possible de faire ça. Par exemple, on s'est peu posé la question de pourquoi Québec a voté non. La ville de Québec, la grande région de Québec. Pourquoi elle a voté non? Ça, on peut travailler là-dessus. On peut essayer de séduire Québec. Il y a une droite à Québec qui demande, on le sait, elle est émergente. Vous l'avez reçue à votre émission, je pense. Elle veut une constitution. Elle veut qu'on lui parle. Ces gens-là, s'ils votent pour le oui... Ça fait 4 mandats que le Parti québécois a eu le pouvoir. Ils n'ont jamais fait une constitution du Québec. Non, mais non, mais attendez. C'est la CAQ qui est en train de rédiger une constitution du Québec avec Simon Jolin-Barrette qui sera probablement présentée avant 2026. Donc, moi, je veux bien utiliser l'énergie nationaliste que les autonomistes ont mis en place, la loi 21 et la loi 96. Je rappelle, c'est quoi la loi 96? On a modifié unilatéralement la Constitution canadienne pour inscrire la nation québécoise dans la Constitution canadienne. Comment ça se fait que ça prend, soi-disant, les mous de François Legault pour faire ça, et que le Parti québécois n'a jamais fait ça en 4 ans? Parce qu'ils sont focalisés sur une stratégie qui est la stratégie du ça passe ou ça casse. On fait le référendum, on fait un 50% plus 1, on se croise les doigts que la France
nous reconnaissent. Et puis, on se dit, ben, le Canada n'aura pas le choix de nous reconnaître. Les États-Unis, on va espérer, prier tous les dieux possibles, imaginables. Personne n'a dit ça. Mais ben si, c'est un peu ça la stratégie. Mais j'ai jamais entendu parler de Dieu, puis de prier, puis en fait, honnêtement, c'est correct, tout le monde qui fait tout le monde tombe un jour ou l'autre dans la caricature. Mais et moi aussi, j'y suis arrivé, j'y suis parvenu, ça m'arrive à l'occasion. Mais là, c'est parce que là, si on veut avoir une discussion sérieuse, on va se dire les vraies affaires. Le PQ sait très bien que la machine est prête à tout. Il le sait. OK? Il n'y a plus de naïfs là, après 2 référendums qui se sont déroulés à peu près de la même façon. Pourquoi ils en tiennent un troisième alors? Parce qu'ils misent sur une stratégie différente. Ils veulent aller chercher plus de gens. Ben, c'est la même stratégie. C'est la même stratégie. Et qu'est-ce que vous faites de la loi sur... OK, parce que là, il y a déjà... Il y a un premier débat qu'on a, c'est la question de gagner le référendum. Oui. Mais moi, ça, pour moi, c'est marginal, en fait. Ce débat-là est marginal. C'est pas pour ça que je suis contre le référendum. Même si c'était votre premier argument. C'est-à-dire, il va être perdant. Donc, c'était votre premier point. Là, on est au deuxième. Oui, exactement. Mon premier point, c'est, selon moi, il va être perdant. Premièrement, parce que le fric du fédéral, il sera là. Les votes ethniques, il y en a encore plus qu'il y en avait en 80. Et d'ailleurs, sur la question... Alors, je reviens là-dessus. L'interprétation de la phrase de Parizeau. On peut l'interpréter comme vous l'interprétez. La naturalisation qui a été accélérée. On peut l'interpréter aussi en disant, les communautés ethniques globalement ont voté de l'ordre du 80-90%. Oui. C'est 2 interprétations possibles. Dans les 2 cas, le fédéral peut très bien nous refaire le même coup. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. En plus, avec le nombre de demandeurs d'asile qu'on a reçus au Québec avec le chemin Roxham, il y a un bassin de gens qui n'ont pas encore la citoyenneté canadienne et qui sont à 2 doigts de la recevoir parce qu'on donne la citoyenneté canadienne à n'importe qui débarque, même les gens dont la demande d'asile a été refusée. Vous savez qu'on ne renvoie plus chez eux les Haïtiens dont la demande d'asile a été refusée parce qu'on considère qu'Haïti est un pays non sûr. Donc, en fait, l'immigration illégale par des demandeurs d'asile dont la demande d'asile est refusée deviennent aujourd'hui, se font donner la citoyenneté canadienne. C'est fou, quoi. Ouais, donc, mais j'ai reçu Jean-François Lisée ici qui m'expliquait, et là-dessus, je pense que je lui ferai confiance, que c'est possible, avec le peu de pouvoir de Québec, de quand même déterminer est-ce que tous les gens qui sont citoyens, qui sont ici sur le territoire, peuvent voter en cas de référendum? Il faut-il qu'ils soient arrivés dans les 2, 3, 4, 5 dernières années? C'est possible d'ouvrir ce débat-là, puisque du côté souverainiste, on est au courant que la stratégie fédéraliste va consister tout de même et encore, et toujours, continuellement, à aller dans ce sens-là. Là, ça va être le camp souverainiste qui va être nazifié, qui va être fascisé, qui va être extrême droitisé, et ce ne sera pas moi. Parce que là, vous allez finalement dire il y a des bons citoyens canadiens, des mauvais citoyens canadiens. Non, c'est pas exactement ça. C'est qu'il y a des gens qui sont arrivés depuis 2 ans, je ne vois pas pourquoi on leur donnerait le droit de vote. Mais vous comprenez très bien que la presse et Rima El Khoury et Radio-Canada vont vous extrême droitiser. Là, ce sera plus juste Cormier-Denis qui va être extrême droitisé. Mais personne ne vous dit que ce sera facile, M. Cormier-Denis. Et personne ne vous dit même que côté péquiste, on pense que ce l'est. Là, vous inventez un monde. Non, je n'invente pas un monde, M. Villemur. S'il pensait que c'était facile, il ne reproduirait pas la même stratégie perdante. Difficile, vous voulez dire. S'il pensait que c'était difficile. Qu'est-ce que j'ai dit? S'il pensait que c'était facile. Oui, pardon. S'il pensait que c'était si difficile que ça, il ne reprendrait pas la même stratégie. Moi, je pense que le camp souverainiste, et c'est ce qu'on constate, le camp souverainiste croit que le fédéral va être de bonne foi. Le référendum gagnant, déjà, je n'y crois pas parce que pouvoir de dépenser du fédéral et augmentation de la population par l'immigration, on est rendu 9 millions. Il y a combien de d'immigrants de plus qu'en 95? Combien de centaines de milliers d'immigrants de plus qui, à 80%, vont voter non au référendum en toute probabilité? Mais c'est énorme. Donc moi, je pense que si on tient un référendum, en plus, dans les circonstances géopolitiques actuelles en Amérique du Nord, où on a un impérialisme américain pancontinental qui va jusqu'au Groenland, où finalement la rhétorique annexionniste de Trump n'a même pas été stoppée par l'élection de Mark Carney, on l'a vu à la conférence de presse, la première conférence de presse qu'il a faite avec lui. C'était le 6 mai pour les gens qui... C'était le 6 mai. Et en fait, Trump, comment je dirais, les volontés géopolitiques trumpiennes, la guerre tarifaire qui est menée par les États-Unis, par le protectionnisme national-populiste trumpien, ont hystérisé le débat de la dernière campagne fédérale, et ce sera la même chose dans un cas référendaire. Je pense que c'est le pire moment depuis très longtemps pour tenir un référendum là-dessus. Ça, c'est sur la question. Là, on est juste dans la technicalité de gagner le référendum. Et je pense que si jamais il y a un 3e référendum aux alentours de 2027, 2028, quelque chose comme ça, c'est ce que je crois, je pense que le taux d'appui va être plus faible qu'en 95. En plus, et je vais vous dire pourquoi, pour des raisons idéologiques, c'est contrairement à 95, quand 95, il faut bien comprendre, il y a une montée en puissance à cause de l'échec de Meach et Charlottetown. Il y a
il y avait un appétit constitutionnel. Aujourd'hui, la société québécoise, moi, je pense qu'il y a un appétit politique au Québec, mais l'appétit est plutôt arrivé sur le clivage gauche-droite. Je trouve que la société, on est plus divisé qu'en 95 sur la question gauche-droite. Je suis désolé, là. Moi, je veux bien te croire que Québec solidaire, Ruba Gazal, tout ça, Vincent Marissal, tous les types de Québec solidaire se disent souverainistes. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Quand l'ensemble de vos positions politiques se font contre la nation québécoise, je veux dire, j'en ai rien à foutre que les gens se disent souverainistes. C'est comme la poésie pour moi. Le but, c'est pas de se dire souverainiste, c'est de travailler à l'intérêt national du Québec. C'est ça qui compte. Et pour moi, ce que fait actuellement la CAQ est 100 fois plus dans l'intérêt national du Québec que le programme de Québec solidaire qui se dit souverainiste, mais qui fait le jeu du fédéral surtout. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Ben, on est d'accord, mais c'est pas si simple que ça. Parce que dans le camp du oui... Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, dans le camp du oui à construire dans une logique référendaire, il va bien falloir les inviter, les gars. Il va falloir inviter des gens de la CAQ aussi. Oui, il va falloir inviter des gens de la CAQ. On pourrait même être surpris quand on fera le dénombrement, à savoir, y a-t-il plus de gens de QS ou plus de gens de la CAQ dans l'autobus du oui? Ah, mais là, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut... Alors, l'autobus du oui, déjà, s'il y a un camp du oui, ça veut dire que la CAQ a explosé, ça, c'est l'autre débat, et ça veut dire qu'il y a un camp du non qui est revitalisé. Hein? Ça veut dire que le Parti québécois et le Parti libéral sont les frères jumeaux. Tout à fait. Et en fait, la revitalisation de la question référendaire... Les frères jumeaux. Les frères jumeaux, comment je veux dire, les frères jumeaux... les meilleurs ennemis. C'est les frères Scott, là, pour les gens qui se rappellent de la série jeunesse, là, les deux frères, même père, mais ils s'aiment pas beaucoup. Là. Oui, mais en même temps, regardez, ce sont les deux partis qui ont construit le Québec depuis la Révolution tranquille. Tout à fait. Et d'ailleurs, le Parti libéral... Alors, ça nous envoie dans un autre... Oui, restons sur le référendum. Oui, il y a plein d'apartés. Non, mais c'est pas votre problème. On peut passer une heure sur le Parti libéral, sur son côté polymorphe. Ils sont des pervers polymorphes, les libéraux. Ils sont passés de la gauche à la droite, ils peuvent repasser à la gauche. Ils sont très bons, les libéraux. Il ne faut jamais les compter pour morts. Je dis ça à tous les nationalistes, que vous soyez péquistes ou autres. Faites très attention au Parti libéral. Mais puisque je vous parlais tantôt de lumière, là, pour fonder le référendum, vous avez, j'imagine, une autre solution, une autre voie, une autre proposition. Vous nous avez parlé de la CAQ, d'ailleurs, c'est ça qui alimente. Et là, la dernière fois qu'on en parle, la fameuse théorie, c'est que là, puisqu'il est rendu caquiste, c'est finalement, ça nuit au mouvement souverainiste, parce que le caquisme, c'est quand même bien juste l'ambiguïté. Même si le caquisme... Comme les Québécois. Le caquisme... écoutez, ça, c'est une grande discussion qu'on pourrait avoir sur le plan sociologique. Ouais. Mais n'allons pas là quand même. Restons sur le terrain politique. Ouais, OK. Le caquisme, c'est... Oui, la loi 21. Défauts, le caquisme, c'est la loi 21, c'est la loi 96. C'est prochainement, s'il va de l'avant, un projet de constitution. Donc, c'est des gains importants. Ça, j'ai aucun mal à le reconnaître. Je pose la question quand même, pourquoi le Parti québécois n'a pas fait ça en 4 mandats et demi? Écoutez, il y a eu des mandats minoritaires, on ne va pas se le dire. Un mandat minoritaire avec Paul Marois. Après, il y a eu, et je ne veux pas trouver des excuses, mais je pense quand même que l'histoire, c'est pas un détail. Hein? Et la conjoncture, non, mais c'est-à-dire qu'au lendemain du référendum, c'est toujours le Parti québécois qui est au pouvoir. Voyez-vous le PQ aller de l'avant avec la laïcité, par exemple? Voyez-vous le PQ aller de l'avant avec la loi 96? On n'est pas en 2018, là, en 1996. Je suis d'accord. Ne serait-ce que sur le plan de la logique, mais c'est pour ça que je suis contre le référendum. La question de l'anglicisation, par exemple, elle n'est pas aussi présente dans l'actualité. Oui, donc, mais c'est parce que c'est ça aussi. Vous me dites pourquoi il n'a pas fait ce que la CAQ a fait. Écoutez, l'anglicisation n'était pas autant engagée dans l'espace public, donc il n'y avait pas manière d'agir. Quoique. Mais je veux dire... Parce que, écoutez, on a la loi 101 en 1977, donc la question linguistique était quand même là. Oui, mais 20 ans plus tard, c'était peut-être pas le moment d'agir à nouveau. Alors que peut-être que 40 ans plus tard, c'était le moment d'agir à nouveau. Non, je pense pas. C'était le temps. Pourquoi ce serait le temps d'agir pour le référendum qui aurait pas eu d'effectivité, selon moi? Je pense que... Soyons très clairs là, sur la question du référendum, parce que j'ai exposé mon premier argument qui était pour des raisons un peu... d'analyse politique, on va perdre le référendum, on va le gagner, mais c'est pas ce qui est très intéressant. Fondamentalement, je pense que le Canada ne va pas reconnaître une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec. C'est ça le fond de mon opposition. En vérité, la stratégie péquiste, c'est quoi? En 1995, c'était ça. On a 50% plus une voix, on entame des discussions avec le Canada. Si après 1 an, le Canada ne reconnaît pas le Québec comme pays souverain, on fait une déclaration unilatérale d'indépendance et on est soutenu par la France. Et en gros, on fait de la diplomatie à Washington pour avoir une reconnaissance de Washington. Or, moi, je le dis clairement, c'est rentrer dans une guerre nucléaire institutionnelle avec le Canada sur une déclaration unilatérale d'indépendance qui ne sera pas reconnue. En tout cas, certainement pas reconnue par Ottawa.
et avec les Clinton Papers qui sont sortis, probablement pas non plus par Washington. Et donc, en fait, tout repose sur le fait on misait, en tout cas en 1995, strictement sur un appui géopolitique français. Et puis, c'est tout. Et on crée une crise institutionnelle avec le Canada qui contrôle quand même, je veux dire, la monnaie, les institutions bancaires, l'armée, qui contrôle, qui est un véritable État reconnu sur la scène internationale, et ça se transforme en une déclaration d'indépendance un peu pirate. Donc, pas exactement comme l'ont fait les Catalans, puisque eux-mêmes, le processus référendaire n'était pas reconnu par l'Espagne. Ben, c'est ça. Il y a une ambiguïté. Oui, mais le Canada est dans une ambiguïté sur le processus référendaire. Oui, mais il s'est engagé dedans et il ne l'a pas contesté en pleine campagne référendaire de 95. Non, la fameuse loi que vous évoquez, c'est la loi de 98. Oui. C'est une loi 3 ans après le référendum, oui, parce que... qui peut-être aujourd'hui, effectivement, remet en question la validité d'un troisième référendum, sauf que... Ouais. Écoutez, au niveau des appuis, par exemple, vous évoquez les Clinton Papers, le monde a changé. Et le Canada a moins d'amis aujourd'hui qu'il en avait en 95. L'Inde, la Chine... plus proche de la France que jamais. Non, attendez, mais l'Inde, la Chine et les États-Unis sont moins des amis du Canada en date d'aujourd'hui, 7 mai 2026, qu'ils ne l'étaient en 1995. Non, mais il faut en tenir compte si on est totalement honnête dans notre façon de réfléchir à ça. Non, mais le contexte a changé. Moi, je vais vous dire que Macron, actuellement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut surtout sécuriser l'entente économique, c'est-à-dire le traité de libre-échange Canada-Union européenne. Macron sera parti dans un an. Oui, Macron sera parti, mais potentiellement un centriste qui a la même ligne que lui sera là au pouvoir. Et la France, écoutez, voyez tous les problèmes que vit la France actuellement. Je vous dis, allez en France, tâter le pouls politique. La crise institutionnelle pour reconnaître le Québec souverain, c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Mais que proposez-vous? Puisqu'il faut y arriver à un moment donné, parce qu'on critique le référendum, vous le faites, en fait. Non, mais je pense que et c'est correct que vous le fassiez, mais il faut une proposition, parce que ici, ça s'appelle pas « Il reste de la lumière », mais ça pourrait être le deuxième titre du balado. Ça prend de la lumière à un moment donné. Moi, ça m'exaspère, et je pense pas que vous en fassiez partie. Non, j'en fais pas partie. Mais attendez, ça m'exaspère les gens qui critiquent et qui apportent rien. Donc, apportez quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez, puisque vous vous dites encore militant nationaliste et indépendantiste? Oui, mais c'est important. Cette critique-là est importante pour comprendre la réflexion qui mène à ça. Non, mais il faut y arriver, c'est ça. Non, mais il faut y arriver. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, je ne pense pas qu'une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec sera reconnue par le Canada, que le Canada ne négociera pas de bonne foi, qu'il va mettre avec la loi sur la clarté référendaire, c'est-à-dire, je rappelle, c'est le Parlement canadien qui est souverain pour déterminer si la question est claire, si les seuils sont clairs, et ultimement, il faut une négociation constitutionnelle pour approuver le séparatisme d'une province, la séparation d'une province. D'ailleurs, ça vaut pour les séparatistes albertains là, qui agitent le séparatisme albertain, mais selon moi, pour avoir simplement des gains autonomistes. Ça, c'est un autre débat. Mais ça vaut pour toutes les provinces canadiennes. Donc, le Canada a enfermé ça. D'autre part, la Cour suprême, dans son renvoi à la sécession, a quand même affirmé que les Québécois n'avaient pas le droit à l'autodétermination. Le droit canadien nous a retiré le droit à l'autodétermination. Et ça, je veux dire ça aux souverainistes. Aux souverainistes et aux naïfs, selon moi, qui viennent de cette tradition de gauche républicaine qui est héritée des patriotes. En 1837-38, quand ça appelle à fondre des balles, à fondre nos cuillères pour faire des balles face aux Anglais, sans avoir l'appui de la France, sans avoir l'appui des États-Unis, ça se termine comment? Répression, acte d'union, nous sommes marginalisés, nous sommes mis en minorité politique au sein de l'Empire britannique, et il aura fallu la Confédération pour retrouver un État où nous sommes majoritaires avec le contrôle de nos institutions, c'est-à-dire le Québec. Le Québec dans État fédéré de la Fédération. En 1980, la conséquence du référendum perdu par le Parti québécois, c'est quoi? C'est 1982. La négation de la nation historique dans la Constitution canadienne. En 1995, la défaite référendaire mène quoi? La loi sur la clarté et le renvoi sur la sécession. À chaque fois qu'on laisse le Canada français dans les mains des républicains de gauche, ils nous enfoncent la tête dans l'eau. Mais c'est un discours de fédéraliste, ça aussi. Parce que, attendez, je sais que vous n'êtes pas fédéraliste, mais les fédéralistes disent la même chose. Pour décourager les Québécois à se donner un pays via le référendum, à se donner un pays point. Oui, se donner un pays point. C'est qu'au lendemain, mais c'est qu'au lendemain d'un référendum perdant, on nous en rentre plein dans la gueule. Mais attendez une minute, mais la posture au lendemain d'un référendum perdant, c'est bien nous qui choisissons de l'adopter ou pas. Pas vraiment. Ben oui, au lendemain de 95, Bouchard, il regarde les sondages et le oui a jamais été
été aussi élevé et il ne le fait pas. Ouais, C'est un choix qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le risque de démantèlement du Québec... Ça, on ne le sait pas encore. On va le savoir un jour quand il va mourir, qu'on va accéder à ses archives, parce que pour le moment, rien n'est clair. Mais ce qui est certain, c'est que les Québécois voulaient se donner un pays au lendemain du second référendum. Alors, de dire constamment qu'au lendemain d'un référendum perdant, on nous en rentre plein dans la gueule, parce que... Et c'est vrai, sur la base de... C'est factuellement vrai sur la base de 3 expériences. Je ne nie pas ça. Par contre... Vous savez que les Autochtones ont tenu des référendums parallèles au référendum de 95, les cris des Inuits, et qu'à 90%, ils ont dit ne pas reconnaître éventuellement une déclaration unilatérale d'indépendance. Je suis au courant. OK. Et aujourd'hui, en Alberta, quelle est la première opposition à une possible sécession d'Alberta? La cause autochtone. Ça, les souverainistes n'en parlent jamais. Mais vous proposez quoi? Je propose de construire l'État québécois. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Non, mais vous me regardez avec cet air-là, mais c'était pas si clair que ça depuis tantôt. Là, oui, mais c'est parce qu'il faut parvenir à ça pour que les gens comprennent comment on passe d'être un militant péquiste en pro-Pierre-Carl Péladeau qui veut un référendum le plus rapidement possible en, je sais pas quoi, 2013, là, quelque chose comme 2014, à aujourd'hui être un nationaliste qui pense qu'il faut arrêter de parler de souveraineté et qu'il faut la faire. La souveraineté, c'est pas un souhait, là, c'est pas un rêve, c'est pas un poème, c'est une somme. C'est un État fédéré. Le Québec, qu'est-ce que c'est? C'est un État fédéré pour le transformer en État souverain. Donc, c'est pas de la sociologie qu'il faut faire, c'est pas des grandes phrases, c'est bâtir un État avec des institutions. Pour bâtir l'État, il faut rassembler une masse. Il faut prendre le pouvoir, donc il faut rassembler une masse électorale que la question référendaire divise. Que fait le référendum? Il renvoie la petite bourgeoisie libérale canadienne-française de région dans les mains du Parti libéral du Québec, qui est complètement inféodé au Canada multiculturel. Pour sortir notre petite bourgeoisie canadienne-française régionale, qui votait Charest, qui votait Couillard, et qui maintenant vote pour Legault, et donc Simon Jolin Barrette, qui va nous donner une constitution, il faut tasser le référendum. OK, d'accord. Donc, on précise. Donc, on reste dans le caquisme. C'est bien ça? Non, mais si je veux une réponse claire, parce que c'est pas parce que je veux que les gens comprennent. Là. Donc, on tourne un peu en rond parce qu'on revient toujours à la critique du référendum. Moi, je veux une proposition claire. Quelle est la vôtre? Construire l'État québécois. Bâtir un électorat canadien-français, prendre le pouvoir de l'État québécois et continuer la construction de l'État québécois pour parvenir à ne plus avoir à dépendre du fédéral éventuellement. Est-ce que c'est un long chemin? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Vous savez, tous les sondages depuis... C'est très intéressant. Les souverainistes sortent souvent ce sondage et je le trouve fascinant. Vous savez, quand on pose la question aux Québécois, tout le monde dit, quand on pose la question de façon sectorielle, voulez-vous que le Québec contrôle son immigration? Oui. Voulez-vous que le Québec rapatrie tous ses impôts? Oui. Voulez-vous qu'il contrôle l'ensemble de sa culture? Oui. Sur toutes les questions, les Québécois sont pour que le Québec ait plus de pouvoir. Puis quand on leur dit, voulez-vous la souveraineté, ce qui est le cumul de toutes les réponses auxquelles ils ont répondu oui, ils disent non. Que nous disent les Québécois, nous, nationalistes? Ils nous disent, vous savez quoi? Nous, on est pépères. On ne veut pas la crise. Oui, la souveraineté, tout ça, mais bon, il y a mon Ford F-150, il y a mon truc Netflix. Faites-moi pas chier avec mon confort. Ouais? Oui, le pays, c'est bien beau, mais demandez-moi pas d'avoir une crise avec les Anglais. On ne veut pas de crise institutionnelle. On ne veut pas la chicane. Donc, faites votre truc, prenez l'État, construisez l'État québécois, faites la souveraineté, mais ne nous le demandez pas. Et moi, c'est ça ma stratégie que je prône. Mais j'ai une question pour vous, alors. Il faut construire sans demander l'avis. Le référendum, ça sert à rien, sinon allumer la cloche à Ottawa pour venir nous battre. Et ça, c'est catastrophique. Mais Ottawa va sonner la cloche un jour ou l'autre, dans votre logique, parce que la laïcité... Le but, c'est le moins possible. Non, je comprends, sauf que la laïcité, ils sont déjà prêts à se battre pour ça. La loi 96, c'est un peu plus flou, mais je pense qu'on anticipe assez bien qu'ils vont se battre pour ça. La Constitution, c'est pas une lettre à la poste, façon de dire. Effet. Donc, tantôt, vous disiez, le problème avec le référendum, c'est que les souverainistes veulent démanteler un État souverain. Ils ne se laisseront pas faire. Oui, mais ils ne se laisseront pas faire face à votre stratégie. Vous aussi, on arrive au même résultat. Peut-être que vous, c'est peut-être plus subtil. C'est des petites batailles qu'on mène de façon conjointe. Donc, il ne sait plus où donner de la tête. Il ne peut pas investir tous ses efforts à travers la lutte face à un exercice démocratique qui est celui du référendum. On joue sur le temps long. Oui, je comprends, sauf que c'est le même résultat. Regardez ce qui se passe avec regardez ce qui se passe avec la loi 21. Ouais. C'était la laïcité. Je dis pas que c'est rien, la laïcité, mais c'est un dossier. C'est pas 1000 dossiers, c'est un dossier. Ouais. Ils sortent la tirée lourde. Ouais.
Donc, je ne comprends pas en quoi c'est plus mais pour payant. l'instant, on n'a pas la Cour suprême. On n'a pas, en fait, le jugement de la Cour suprême. Parce que c'est ça aussi le truc. C'est-à-dire que est-ce que le Canada est prêt à accommoder, parce que je pense que le jugement sera politique, là, il ne faut pas se leurrer, ce ne sera pas un jugement uniquement basé sur le droit. Est-ce que la Cour suprême du Canada n'est pas prête à accommoder vaguement, finalement, le Québec dans ses institutions pour tempérer, pour conserver l'unité canadienne et tempérer un peu, comment je pourrais dire, l'aliénation québécoise face au Canada. Donc, il y a toute une gamme d'options possibles. Et d'ailleurs, si la loi 21 est dénoncée par, enfin, si le jugement de la Cour suprême du Canada remballe finalement la loi 21, il y aura toujours le moyen de faire une loi, de retourner, revoter ça en utilisant la clause de dérogation et renégocier notre rapport à la laïcité et à tout ça. Donc, je pense que le problème, enfin, si vous voulez, cette stratégie étapiste, parce que c'est ça au fond, c'est une stratégie par étapes. La vôtre aussi. Non, mais la mienne. Oui, c'est ça. Plus que celle des référendaires. Là, c'est moi qui suis dans la provocation. Oui, ou alors, mais vous l'admettez vous-même. C'est de l'étapisme. Oui, mais c'est ce que je suis. Moi, je suis un étapiste. Il n'y a pas de problème. Pour moi, ce n'est pas une critique. Pour moi, le référendum, c'est le souhait de la grande rupture des Québécois qui ne sont psychologiquement pas prêts à le faire. On demande à un peuple, le fusil sur la tempe, oui ou non, vous voulez, dans une crise institutionnelle majeure avec le Canada. Moi, je vais vous dire un truc. Si on devait passer par là pour avoir un pays, je pense que ça ferait longtemps qu'on aurait un pays. Je pense que comme les Irlandais ou les Israéliens, on aurait fait un pays il y a fort longtemps. Vous savez, lors de la crise de la conscription, on avait des armes. Quand l'armée canadienne a tiré sur la foule pacifiste à Québec, il y avait des types radicalisés qui étaient prêts à prendre les armes. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce qu'on n'est pas des Irlandais, on n'est pas des Israéliens. Hein, ça ne fait pas 2000 ans qu'on pense avoir un pays à nous. On est prêt à faire la guerre aux Britanniques, aux Arabes pour l'avoir. Les Québécois sont un peuple tranquille. Ils sont relativement confortables dans le Canada. Ils sont pas confortables sur la laïcité, l'immigration, la langue. Bon, ça les énerve un petit peu. Mais grosso modo, la social-démocratie canadienne, ça leur plaît. Beaucoup de choses du Canada leur plaisent. Et si on les brusque, si on leur met un fusil sur la tempe en leur disant « Écoutez, les gars, vous allez choisir entre l'instabilité institutionnelle, d'une déclaration unilatérale d'indépendance qui ne sera pas reconnue, ou la stabilité canadienne », malheureusement, moi, je le regrette, hein, je ne suis pas là en train de... s'il avait fallu, au début du 20e siècle, prendre les armes pour avoir un pays, ça m'aurait bien fait mon affaire. On n'est pas face à ce peuple-là. Donc, à un moment donné, en tant que nationaliste, on doit aussi prendre le pouls de notre propre population et pas se bercer d'illusions sur des rêves d'un peuple qu'on croit plus patriote qu'il ne l'est et plus prêt à faire des sacrifices qu'il ne l'est. Moi, je dis, si on veut réellement, et moi, je suis vraiment un séparatiste canadien-français, je veux vraiment que mon peuple soit souverain, possède son État, c'est-à-dire ses frontières, c'est-à-dire sa banque centrale, ultimement. On peut avoir des débats sur l'utilisation de la monnaie, mais peu importe. La banque centrale et finalement l'armée. C'est ça, hein? Ben, je suis désolé, pour faire ça, ça va être long, ça va être difficile, et si vous brusquez les Québécois, vous allez sans doute avoir un nom entre les dents, ce qui va faire reculer la nation. Comme en 1837-38, comme en 80, comme en 95. L'histoire, ce n'est pas une loi mathématique. Les Québécois peuvent nous surprendre. Merci beaucoup, Alexandre Cormier-Denis. C'est vraiment un plaisir, cette discussion. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, je vous l'avais dit, c'était un gros épisode. Il va y en avoir d'autres. Je veux m'asseoir avec la droite, la gauche, les souverainistes, les fédéralistes, les progressistes, les conservateurs, les astronautes, les mineurs, avec tout le monde. À bientôt.